Bon, eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce tuto à mater qui va donc porter sur la pseudonymisation et anonymisation des données quantitatives, qui va être donc présenté par deux Julie, ce qui va nous rendre les questions un peu plus compliquées que d'habitude. J'ai pas trouvé complètement la solution, mais bon. Donc on a Julie Baron qui est ingénieure à l'INED depuis maintenant 5 ans. Elle réalise notamment la documentation et la diffusion des données d'enquête produite à l'INED et dans ce cadre, elle va notamment pseudonymiser les données. Et puis on a Julie Lenoir, qui est une ancienne de l'INED, qu'elle a quittée il y a près d'un an. Elle est aujourd'hui responsable méthode statistique à l'IR Projet d'eau CNRS et elle assure notamment le pilotage de la qualité méthodologique des travaux de projet d'eau. Donc voilà, et on va vous laisser maintenant présenter votre tuto et vous représenter si vous trouvez que j'ai été un peu mou. C'est parfait. Merci Damien. Merci Damien. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme l'a dit Damien, le tuto du jour c'est pseudonymisation et anonymisation des données quantitatives avec SDC Micro. Donc il faut que je clique pour changer la diapo. Donc il y aura un volet théorique où on parlera un peu des grands principes autour de la diffusion de données, des méthodes de traitement qu'on peut appliquer aux données avant de les diffuser. Qui sont donc la pseudo et l'anonymisation, et une partie pratique avec la démonstration par Julie du package R SDC Micro. Donc, sur les principes, pourquoi on a besoin d'anonymiser ou de pseudonymiser des données avant de pouvoir les diffuser? C'est parce que dans toutes les données qu'on traite en sciences humaines et sociales, généralement, on a des données personnelles. Donc, une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Et cette personne physique, elle peut être identifiée donc directement, un nom, un prénom par exemple. Indirectement, c'est un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, mais aussi la voix ou l'image. Et parfois aussi via la combinaison d'informations, c'est-à-dire qu'on n'aura ni nom ni numéro de téléphone par exemple, mais on pourra retrouver une personne si on sait que c'est une femme qui vit dans telle ville, membre de telle association, etc. Donc, vous voyez que dans le CALI ou le CANTI, on a des données personnelles. Ces données, elles sont encadrées par le RGPD, donc le Règlement général à la protection des données, depuis 2018. Et ce RGPD, il autorise leur traitement et leur diffusion que sous certaines conditions strictes, notamment le recueil du consentement et des mesures de sécurité technique et organisationnelle, entre autres. En plus de ça, on a des catégories particulières de données que le RGPD a définies, qui sont les variables sensibles. Donc, c'est l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale. Donc, vous avez la liste sur la slide. Et ces variables, en fait, il est interdit de les collecter et de les traiter de manière générale, sauf exception, dont la recherche fait partie. Mais encore une fois, il faut les renforcer. Donc, sur les variables sensibles, c'est pareil, quand on fait de la recherche en sciences humaines et sociales, on collecte et on analyse très souvent des données sensibles. Dans le même temps, vous connaissez le mouvement pour la science ouverte. On demande d'ouvrir nos données, de diffuser, de faire de la recherche reproductible. Donc, on est un peu dans une injonction contradictoire. Diffuser nos données et en même temps respecter la loi et protéger les personnes qui sont présentes dans nos données. Donc, le principe, en fait, c'est finalement, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et l'enjeu, c'est pas de tout diffuser, mais de trouver les conditions d'une bonne diffusion en adéquation avec nos données. Comment on fait? Donc toujours dans les grands principes, après on passera à une partie, plus concrète, vous inquiétez pas. Avant toute chose, il faut évaluer les risques qui s'appliquent à vos données. Est-ce que j'ai beaucoup de personnes interrogées? Est-ce qu'on trouve des informations déjà très agrégées ou au contraire à un niveau, plutôt fin? Est-ce que j'ai posé des questions sensibles ou non? Est-ce que j'ai beaucoup d'informations socio-démographiques, par exemple? Et les 3 principaux risques étant donc évidemment le risque de réidentification, soit directement, comme je vous le disais, soit indirectement avec assez peu de variables, une PCS croisée à un niveau de diplôme, croisée à une commune. Il y a aussi le risque de corrélation. Est-ce que si l'attaquant a réidentifié sa cible, il va pouvoir lier ce jeu de données à d'autres qui sont disponibles par ailleurs? Donc, je vais vous donner un exemple avec un cas qui est arrivé au début des années 2000. Il y a une personne qui s'appelle Latanya Sweeney qui a croisé des données électorales du Massachusetts avec des fichiers de santé qui avaient pourtant été anonymisés et elle a réussi à réidentifier le gouverneur de l'État du Massachusetts parmi les enregistrements de santé et donc à connaître toute sa vie, tous ses problèmes de santé, etc. Ça, c'est le risque de corrélation. Et enfin, le risque d'inférence, c'est une fois que l'attaquant a réidentifié sa cible, à quel point le jeu de données va lui permettre de déduire d'autres informations sur sa cible. Qu'est-ce qu'il va apprendre sur elle dans ce même jeu de données? Et en particulier, est-ce qu'il y a des éléments préjudiciables
pour l'enquêter. Si je réidentifie une personne, mais que j'apprends rien sur elle, bon, c'est un peu moins grave, mais même si c'est quand même un problème. Typiquement, une de nos enquêtes récentes à l'INED, elle a interrogé, des personnes qui ont effectué des PMA, à l'étranger avec parfois des dispositifs illégaux. Bah, là, cette enquête, elle est particulièrement sensible en tout point. En fonction, du degré de risque de votre jeu de données, aussi de là où vous allez le déposer, vous n'allez pas appliquer les mêmes opérations de traitement. On a des entrepôts en open access, des entrepôts à accès restreint et ça aussi, ça va venir alimenter, la balance du risque qu'on a définie précédemment. Donc pour vous illustrer ça, on a ce petit graphique. Plus le degré d'anonymisation sera fort, plus le degré, d'accès pourra être réduit et un jeu de données vraiment anonymisé peut être diffusé en open access, en téléchargement libre. D'ailleurs, si on est sûr qu'on ne peut plus réidentifier, quelqu'un dans la base, c'est plus des données personnelles et à l'inverse, plus le degré d'anonymisation, est faible, voire inexistant, plus vous devez diffuser dans des environnements sécurisés. À l'extrême, on a le CASD, donc le centre, d'accès sécurisé aux données et en intermédiaire, on a des entrepôts comme, Ketley Projet d'eau avec les fichiers de production et de recherche au milieu, par exemple. C'est les FPR qu'on a mis, voilà, que vous connaissez aussi peut-être. Julie, tu peux reprendre la main. Yes. Du coup, entre ces deux solutions, on va toujours choisir. Donc, en gros, entre est-ce que je commence d'abord par faire des opérations d'anonymisation et ensuite je choisis mon entrepôt, ou je choisis d'avoir mon entrepôt et je fais des opérations qui correspondent aux règles strictes qui sont imposées dans l'entrepôt. On va choisir en fonction des contraintes administratives qu'on a dans nos projets. Ça peut arriver qu'on ait des entrepôts déterminés sur certains projets, des usages qu'on anticipe des données. On va en reparler plus tard. Mais on n'a pas, on ne peut pas faire les mêmes opérations si, par exemple, on a une visée, de reproductibilité des résultats, si on veut assurer que de nouveaux résultats de recherche puissent être produits à partir des données, ou si on a des enjeux pédagogiques, d'apprentissage de logiciels ou de méthodes quantitatives. Et puis évidemment, il y a aussi des obligations réglementaires, donc le secret statistique, on a parlé là des règles, de la CNIL, du RGPD en général, mais vous savez aussi qu'il y a des règles de secret statistique, par exemple sur, les impôts. On ne peut pas diffuser, des données, issues des impôts à n'importe quelle granularité. On va en reparler aussi, mais donc quand on va mettre en place ces procédures d'anonymisation ou de pseudonymisation, ça va impacter l'utilité des données. On va changer la structure des fichiers de données et donc du coup, on ne va pas avoir la même qualité, la même valeur scientifique dans les données. Donc ça aussi, c'est important parce que si on dépose des données dans un entrepôt qui, dit que, les données peuvent servir à produire des nouveaux résultats de recherche, on ne pourra pas avoir appliqué les mêmes méthodologies, et avoir brouillé les données au même niveau que si, on met ça dans un entrepôt open data qui ne donne aucune garantie, de validité sur les résultats qui pourraient être tirés de ces données. Donc, pour établir notre protocole d'anonymisation, pour faire un peu nos choix, il va falloir qu'on soit capable d'évaluer les risques auxquels sont soumis les individus dans les données. Donc, on va en reparler, Julie redonnera des exemples. Il y a évidemment une part d'appréciation, qui est un peu heuristique, qui est liée à notre connaissance de la donnée, mais on peut objectiver les risques, en particulier le risque de réidentification et le risque d'inférence. Et la façon dont on va, évaluer ces risques, c'est, qu'on va toujours modéliser les comportements d'un ou d'une attaquante à partir de 2 hypothèses. Donc soit on va se dire que l'attaquant ne connaît rien sur la personne visée, soit on va se dire que l'attaquant connaît des informations sur la personne visée. Et en fonction de ces 2 scénarios, on va calculer des probabilités qu'une personne soit reconnue dans le fichier de données ou qu'une information soit apprise sur la personne dans le fichier de données. Donc on va faire un petit exemple pour essayer de rendre ça un peu plus concret. Donc on va dire que moi je suis une personne malveillante et je cherche à retrouver une cliente dans un fichier de données. Je sais que cette cliente a répondu à une enquête sur la santé sexuelle et donc je sais qu'elle est dans le fichier de données associé à l'enquête. C'est déjà une hypothèse un peu forte. C'est l'hypothèse que nous, on fait toujours avec Julie quand on fait de la pseudonymisation et de l'anonymisation. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais nous, c'est celle qu'on fait. Notre tableau de données, on va dire qu'il comporte 3 variables, une variable de sexe, une variable de taille de la commune avec 3 modalités, moins de 100, entre 100 et 499 habitants et plus de 500 habitants, et une variable sur l'avortement, 0 si la personne n'a jamais avorté, 1 si elle a déjà avorté. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire: «OK, a priori, si un attaquant ne connaît absolument rien sur la personne», donc là, pour la simplifier les calculs et les opérations, on dit que, la seule chose que je sais, c'est que sa personne est une femme et j'en suis sûre. Donc si je sais juste que la personne est une femme, la probabilité que je la retrouve dans les données, c'est 1 sur n, où n, c'est le nombre de lignes ou, le nombre de femmes qu'il y a dans mon fichier de données. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 92, donc mon risque de réidentification, a priori, il est de 1 il n'est pas très élevé.
Mais les hypothèses qu'on va faire sur l'attaquant, elles vont évidemment être un peu plus fortes que ça et en particulier, on va faire des hypothèses sur ce que l'attaquant sait a priori sur la personne. Donc par exemple, la commune de résidence, c'est pas une information sociodémographique très compliquée à connaître, sur les gens. On va pouvoir calculer un risque global sur le fichier. Donc on va dire en fait, c'est des formules de probabilité conditionnelle. J'ai pas mis les formules en entier, on pourra en reparler si vous voulez, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est, quelle est la probabilité que dans mes données, je tombe sur la personne que je cherche, sachant ce que je sais, les caractéristiques que je connais de cette personne. Donc c'est une formule de probabilité conditionnelle qui revient en fait à faire, un calcul assez simple qui est le nombre de modalités différentes de ma variable que je connais, divisé par le nombre de personnes, dans mon fichier de données. Donc là, en l'occurrence, si la chose que je connais, c'est, la taille de la commune, de cette personne, il y a 3 tailles de communes différentes dans le fichier de données. Le risque global de réidentification a posteriori, une fois que j'ai regardé les données, c'est 3 sur 92, c'est 3. Donc c'est un petit peu plus élevé que mon risque a priori qui est vraiment juste du hasard pur. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux calculer un risque de réidentification individuel. Je vais dire: «OK, cette personne, cette cliente en particulier», donc on va dire qu'elle habite dans une commune de plus de 100 et de moins de 500 habitants. Du coup, elle a une chance sur 12 d'être retrouvée dans le fichier de données puisqu'il y a 12 personnes dans ce fichier, qui, sont des femmes et qui vivent dans une commune de cette taille-là. Donc là, déjà, on tombe à 8 et donc ces risques, ils vont être modulés en fonction des caractéristiques de la personne. Si elle vivait dans une commune de 500 et plus, elle aurait un risque plus faible d'être identifiée. Et donc moi, ce que j'aimerais faire en tant qu'attaquante malveillante, c'est que j'aimerais savoir si cette cliente, elle a déjà avorté ou non. Et donc on peut faire un peu la même approche, c'est-à-dire qu'on peut calculer un risque d'inférence a priori, c'est-à-dire que si je connais rien sur ma cliente, à part le fait que c'est une femme, qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est quoi le pire qui puisse arriver à ma cliente? Donc c'est quoi le truc que je peux faire le mieux moi en tant qu'attaquante, pour apprendre des choses sur cette personne? Et du coup, ce qu'on va considérer, c'est toujours que le pire scénario, c'est que la personne en question, elle partage les caractéristiques qui sont les plus répandues dans la population. Donc là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui habite, dans une commune, non pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. Et donc là, de manière générale, la caractéristique qui est la plus répandue dans la population, c'est de ne pas avoir avorté. Vous voyez, là, on est de 00, 00, 0,56 et les autres, ils sont, 33, ils sont 36. Donc on va dire, voilà, sur 92 personnes, il y en a 56 qui ont jamais avorté. C'est la catégorie la plus répandue dans la population. C'est le risque le plus élevé, donc c'est 60 de chance d'apprendre que la personne, son statut, vis-à-vis de l'avortement. Et puis à nouveau, je peux avoir une approche plus fine, si je peux dire: «OK, en fait, moi je connais la commune et donc du coup, ce que je peux faire pour chacune des tailles de commune, c'est apprendre encore une fois la caractéristique qui est la plus répandue parmi les individus qui vivent dans une commune de cette taille-là». Et donc pareil, j'ai un peu mis les formules, mais c'est exactement la même chose, c'est des probabilités conditionnelles. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va regarder, OK, là, pareil pour les moins de 100, il y a 3 personnes qui ont avorté, c'est la catégorie la plus répandue. Pour les 100 à 499, c'est pareil, le fait d'avoir avorté qui est le plus répandu. Et par contre, dans les communes de 500 et plus, c'est le fait de ne pas avoir avorté qui est le plus répandu. On combine tout ça avec une formule de proba conditionnelle et on arrive à 77 de risque d'inférence a posteriori. Donc le fait simplement de connaître une information sur la personne, ça va me permettre en fait de discriminer les lignes à l'intérieur du fichier de données et donc d'arriver plus facilement à trouver quelqu'un. Et ça va, en fonction de la variabilité des caractéristiques de la population qu'on a dans notre fichier de données, ça va aussi augmenter mes chances d'apprendre une information sur cette personne. Et de même, on peut calculer un risque d'inférence individuel comme on a fait tout à l'heure. Et là, mon risque d'inférence individuel, il est maximal parce que toutes les personnes qui ont été interrogées dans ces données et qui vivent dans une commune de 100 à 499 habitants ont avorté un jour dans leur vie. Donc, j'ai même pas besoin en fait d'identifier une ligne en particulier, d'être sûr que cette ligne c'est la personne que moi je cherche à cibler, parce qu'en fait, il s'avère que ce que je veux apprendre, tous les individus qui ressemblent à la personne que je vise possèdent la même caractéristique. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment ça qu'on va faire ensuite. C'est essayer de à la fois voir à quel point les individus sont, identifiables en tant que tels, c'est-à-dire comme une ligne dans le fichier de données, mais aussi à quel point est-ce qu'ils sont identifiables par rapport à des caractéristiques qui sont partagées ou non dans la population. Hop, donc ça, c'est 2 métriques, qu'on va mettre en place, qui vont nous permettre de concrétiser un peu tout ça. Le K anonymat et la L diversité. Évidemment, ces métriques, elles prennent leur sens dans le contexte des données. Il faut absolument qu'on ait identifié quelles sont les variables identifiantes, donc qu'on ait une idée de ce qu'on pense qui est potentiellement connu par un attaquant et qu'on ait aussi une idée des variables sensibles pour pouvoir, mesurer les risques, d'inférence.
Donc le cas anonymat, c'est quoi? C'est le nombre K de personnes dans chacune des combinaisons possibles des variables désignées comme identifiantes. Donc mettons que moi dans mon fichier, j'ai un fichier de données et var1, var2, c'est les 2 variables où je me dis: «OK, c'est tout à fait probable qu'un attaquant, une attaquante, connaisse ces informations a priori sur une personne». Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toutes les combinaisons possibles des modalités de ces 2 variables. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6 et je vais compter le nombre de personnes qui partagent ces couples de modalités. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire: «OK, bah là, en fait, on a une observation qui viole le 1 anonymat». Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est très, très unique dans le fichier de données et en tout, on a 5 observations qui violent le 2 anonymat. Pardon pour la petite faute d'orthographe. Parce que du coup, on a 5 observations où il y a au moins 2 personnes qui partagent la même, il y a au plus, pardon, 2 personnes qui partagent la même combinaison de modalités. Donc vous avez compris, plus K est bas, plus des individus sont en danger, parce que ça veut dire que plus ils sont, on peut les, single out, j'ai pas le mot en français, on peut les singulariser, dans le fichier de données. Donc évidemment, nous, on veut plutôt un cas qui est assez élevé et vous voyez aussi que, ça va beaucoup dépendre de à quel point on a beaucoup de modalités et beaucoup de variables qu'on considère comme étant potentiellement identifiantes. Donc ça, c'est pour la partie risque de réidentification et après pour la partie risque d'inférence, ce qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle la L-diversité. Donc en fait, on va vérifier la diversité des réponses d'un certain groupe à une certaine variable. Donc en gros, on va dire: «OK, bah moi, donc on va reprendre ma variable 1 qui est une variable identifiante et ma variable 3 c'est une variable, on se dit: «OK, bah si je la prends, c'est sensible». On peut reprendre notre exemple de l'avortement de juste avant. Et donc on va regarder, est-ce que tous les gens qui ont la modalité 1 de la variable 1 ont répondu la même chose à la variable 3? Et donc là, si je fais mon croisement de tableau, bah, vous voyez que pour, les gens qui sont en catégorie 1 pour la variable 1, c'est 50-50. Par contre, pour les gens qui sont en catégorie 2 et 3, là, ils ont tous répondu 1 à la variable 3. Et donc ça veut dire que même si, par exemple, je faisais un regroupement pour limiter les risques d'identification entre les catégories 2 et 3, et ben, j'aurais pas contrôlé le risque d'inférence. Parce que le risque d'inférence, il va pas changer puisque tous ces gens-là partagent la même réponse à la variable 3. Et donc ça, c'est important parce que c'est pas c'est même si la CNIL, dans son approche, elle nous dit, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut limiter les risques de réidentification. Comme a dit Julie tout à l'heure, déontologiquement, on a quand même un enjeu autour, de l'apprentissage. C'est-à-dire que si, on est sûr qu'on ne peut pas identifier une ligne unique dans le fichier de données, mais qu'il s'avère que tous les gens qui partagent les mêmes caractéristiques ont tous un cancer, sont tous adhérents à la CGT ou que sais-je, bah, en fait, on n'a pas tellement protégé les individus. Donc, on va toujours calculer ces 2 métriques ensemble parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble, sur le fichier de données des risques qui sont encourus par les individus. Une petite note du coup sur la L-diversité. Donc le L, c'est pour le nombre maximum de modalités qui apparaissent, dans une même catégorie. Ça dépend évidemment du nombre total de modalités qu'il y a dans la variable. Donc c'est un chiffre qui est un peu bizarre parce qu'il est un peu absolu. En fait, il vaudra toujours juste le nombre maximal de modalités qui apparaissent, mais c'est beaucoup plus enfin, c'est pour ça que j'ai mis des pourcentages dans le tableau. De toute façon, si la variable a 2 modalités, soit on est à 100 soit on est à 50-50. Donc il faut évidemment toujours le contextualiser. Il ne faut pas regarder juste le chiffre et se dire: «Oh là là, mon Dieu, 50-50 ça va pas parce que j'aimerais avoir plus de variabilité». Bah non, s'il y a que 2 modalités, de toute façon, il y a que 2 modalités. Et donc évidemment, plus le L est bas, plus les individus sont en danger parce que plus ils se ressemblent, ils ont tous les mêmes caractéristiques et s'ils ont tous les mêmes caractéristiques sensibles et bah, du coup, je vais apprendre cette caractéristique. Je vais avoir une probabilité d'apprendre cette caractéristique qui va être beaucoup plus élevée ou en tout cas, je vais avoir une probabilité en tant qu'attaquant de ne pas me tromper qui est plus élevée. Voilà et ça, je vous l'ai déjà dit. Et en complément, du coup, donc on a ces 2 mesures qui sont des mesures de risque pour les individus, mais ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est qu'on monitore à quel point est-ce qu'on impacte la qualité des données dans notre fichier. Parce qu'on va faire des opérations que je vais vous décrire après, qui vont rajouter du bruit, peut-être éventuellement faire, modifier les distributions. Ben, en fait, on va générer ce qu'on appelle de la perte d'information, c'est-à-dire qu'on va dégrader la qualité, de l'information dans les données. On va changer les structures de corrélation peut-être et à cause de ça, on ne pourra plus garantir la qualité des résultats scientifiques, qu'on peut obtenir avec les données. Donc ça, c'est important de, comparer les variables qui sont issues, de la donnée d'origine avec les variables qu'on a, qui sont issues de la donnée anonymisée ou pseudonymisée et de faire des comparaisons et voir si on n'a pas fait n'importe quoi.
Ça peut être plein de manières différentes de le faire. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a plein de méthodes et vous les connaissez sûrement, mais il y a des mesures de distance entre les distributions. On peut faire des mesures de granularité des données pour voir à quel point on a agrégé, peut-être trop agrégé ou pas. On peut faire des mesures sur la qualité de la variance et de la corrélation dans les deux fichiers et voir à quel point est-ce on a tout modifié ou pas, etc., etc. Et donc, en fonction de cette mesure, on va adapter le protocole et en fait, on va toujours essayer d'avoir un équilibre entre le fait de protéger les individus et de quand même avoir des données qui veulent dire quelque chose, peuvent servir à faire quelque chose et ce quelque chose, encore une fois, c'est à vous de le définir. Ça peut être des enjeux pédagogiques, ça peut être des enjeux de reproductibilité scientifique. Encore une fois, on n'aura pas les mêmes contraintes en fonction de l'objectif qu'on a pour nos données. Voilà, donc je vous ai mis un exemple, où du coup on a comparé entre le fichier de production et de recherche et le fichier anonyme, juste, un tri à plat, c'est très basique. Là, on est sur des choses qui sont assez similaires. Si on avait eu, un changement de mode très fort, ou la surreprésentation, des refus de réponse par exemple, on se serait posé des questions et on aurait évidemment changé notre approche méthodologique. Donc tout ça, on va le mettre en place avec 2 types de méthodologies, qui sont soit des méthodologies qu'on appelle non perturbatrices, soit des méthodologies perturbatrices. Les méthodologies non perturbatrices, comme leur nom l'indique, elles vont diminuer assez peu les risques de réidentification parce qu'elles vont assez peu perturber les données, mais elles vont aussi mieux préserver l'information dans le fichier de données. Donc ça, c'est ce qu'on va faire nous, que Julie va vous montrer après sur l'aspect plutôt pseudonymisation. Et les méthodologies perturbatrices, bah là, on va rajouter du bruit dans les données et donc on va diminuer les risques de réidentification parce qu'en fait, on va combiner nos calculs de probabilité avec une probabilité que l'information soit vraie ou fausse. Mais le contrepartie de ça, c'est qu'on va perdre de l'information et donc bah, peut-être que notre régression qui marchait très bien et donnait des bons résultats sur nos données brutes, elle va donner absolument n'importe quoi sur nos données anonymisées. Donc avant même de, mettre en place ces méthodologies, c'est important de commencer toujours par, appliquer le principe de parcimonie, que la CNIL nous recommande, c'est de supprimer les variables qui servent à rien. Donc évidemment, toutes les variables directement identifiantes, ça saute, c'est obligatoire. Mais s'il y a aussi des variables qui sont complètement inutiles pour l'analyse, toutes les variables qui vont contenir les verbatims, les questions ouvertes, c'est souvent l'occasion pour les individus de raconter beaucoup de choses, même des choses qui n'étaient pas dans la question posée. Nous, on observe assez souvent qu'on va retrouver beaucoup d'informations sensibles. Par exemple, des gens, on va leur demander comment ça se passe le trajet entre la maison et le travail le matin et qui vont finir par nous raconter qu'en fait, leur fils est handicapé et qu'ils doivent le déposer au coin de la rue parce qu'il va à l'école Trucmuche. Et en fait, tout d'un coup, on a pléthore d'informations hyper personnelles, hyper sensibles qu'il faut qu'on gère. Donc ça, par principe, on les supprime. Et puis évidemment, bah, toutes les variables qui ne peuvent pas être diffusées dans le contexte choisi. Par exemple, dans un fichier de production et de recherche qu'on va mettre à Quetelet Projet d'eau, on ne va pas laisser la religion en clair. Par contre, si c'est au CSD, bah, là, on peut le faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va regarder du coup toutes nos variables qu'on pense être, réidentifiantes et on va appliquer nos méthodologies. Donc pour les méthodologies non perturbatrices, le classique, c'est la généralisation. Donc on va regrouper des valeurs et des modalités. Combiner les modalités des variables catégorielles ou on va transformer une variable numérique continue en une variable catégorielle en tranches. Donc, typiquement, les âges, on les transforme en âges quinquennaux. Ou on peut faire aussi ce qu'on appelle du top ou du bottom coding, c'est-à-dire rassembler les valeurs soit au-dessus, soit en dessous, soit les deux d'un certain seuil. Par exemple, si vous avez des années et en dessous, avoir fait quelque chose telle année, en dessous de telle année, c'est très réidentifiant. Et ben, du coup, on peut agréger à une année supérieure. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait un peu par principe. C'est quasiment toujours la première étape qu'on met en place dans les fichiers. Et ensuite, on peut compléter avec d'autres méthodes. Donc une autre méthodologie qui est considérée comme non perturbatrice dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la suppression locale ou la réduction de la précision. C'est qu'on va remplacer les réponses de certains individus par des valeurs manquantes. Donc ça peut être, par exemple, pour des individus dont les caractéristiques les rendent trop facilement identifiables ou des individus dont les réponses sont trop sensibles et qu'on n'arrive pas à fondre dans la masse avec d'autres techniques. En particulier avec la généralisation, parfois, ça n'a pas non plus de sens de généraliser ou de rassembler des modalités, parce que ce serait trop, injuste d'une certaine manière pour, les données ou ce qu'elles représentent. Mais en même temps, ça peut vouloir dire qu'on a des individus qui restent très, très différents, du reste de la masse des individus de notre fichier de données.
et donc on peut, rajouter de la valeur manquante. Alors moi je trouve que c'est un peu malhonnête de dire que c'est une méthodologie non perturbatrice parce que dès qu'on va rajouter du manquant, bah, on va changer la distribution, de nos données, donc ça perturbe un peu quand même. Mais dans la littérature, c'est considéré comme ça, à utiliser avec précaution, parce que, bah, là vous rajoutez quand même du manquant un peu partout. Dans les méthodologies perturbatrices, la méthodologie base, ça va être d'ajouter du bruit, sur les variables numériques en particulier. Donc, on va choisir une distribution de bruit, que ça peut être par exemple de -4 à 4, et on va appliquer ça sur, par exemple, nos âges. Et donc, peut-être qu'une partie, peut-être tout le fichier de données aura une probabilité que son âge ait été perturbé de entre -4 et 4 ans. C'est à nous de choisir la distribution de bruit. On peut le faire de manière assez réfléchie pour que ça colle à la distribution des données ou pour n'importe quelle autre raison. Et comme ça, on a troublé un peu légèrement les valeurs et encore une fois, on a composé la probabilité de réidentification ou d'inférence avec une probabilité de vérité, que l'information soit effectivement vraie. De manière un peu plus fine que l'ajout de bruit qui peut être un peu brut, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on va appeler du swapping ou le PERAM. Donc PERAM, c'est pour post-randomisation. En fait, on va inverser les réponses entre des individus. Donc, on va prendre par exemple des variables catégorielles et on va définir une matrice de transition. Je vous montrerai tout à l'heure avec SDC Micro comment on fait ça concrètement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, bah, moi, j'autorise qu'il y ait un certain nombre des gens qui aient répondu 1, dont les réponses sont remplacées par 2. Et donc ça marche si 1 et 2 c'est des réponses un peu interchangeables, du genre pas du tout d'accord et un peu d'accord. Ça marche pas si c'est, j'ai jamais eu de diplôme ou j'ai un doctorat. Ou alors c'est vraiment que vous avez décidé de brouiller vos données pour et vous en avez rien à faire de la qualité de la donnée derrière. Mais voilà, mais c'est possible et ça permet de maintenir la distribution puisque le nombre de réponses de chaque modalité n'a pas changé. Mais on a du coup, encore une fois, de l'incertitude sur l'exactitude de la donnée. Sur les variables numériques, c'est pareil, c'est juste que c'est pas une matrice, c'est un voisinage de transition. Donc on va dire qu'autour d'une certaine valeur, on accepte qu'il y ait un changement avec, tel voisinage, telle amplitude de voisinage de valeur. Quelque chose qu'on peut faire qui va un peu plus loin, qui est un peu plus fin que la pérenndomisation, c'est ce qu'on appelle le target record swapping. C'est qu'on va inverser les réponses entre des individus qui sont similaires. Donc là, c'est pas juste qu'on va faire une matrice de transition, c'est qu'on va dire: «OK, bah, j'accepte que, 2 femmes qui sont nées dans la même région, qui ont le même nombre d'enfants et qui ont le même statut d'activité ou le même statut dans l'emploi, elles puissent avoir leurs réponses échangées à une autre variable». Et donc ça va nous permettre d'identifier des paires d'individus et donc potentiellement de mieux garder les structures de corrélation parce qu'on imagine que 2 individus qui ont des caractéristiques similaires se comportent un peu de la même manière et que donc on peut, inverser leurs réponses sans que ça casse trop la structure de corrélation du fichier, dans son ensemble. C'est plus fin que le swapping, c'est plus compliqué à mettre en œuvre aussi, mais ça préserve mieux les structures de corrélation et encore une fois, ça rajoute cette couche de probabilité, de vérité qui nous intéresse parce que ça diminue, les risques de réidentification effectivement. De manière générale, quelle que soit la méthode, il ne faut pas que la combinaison de méthodes que vous utilisez change la nature de la donnée. En gros, ça veut dire qu'il faut que les données, d'un côté, elles restent cohérentes avec l'instrument de collecte. Si c'est pas possible qu'une femme ait répondu à une certaine question, il ne faut pas qu'en ayant fait du swapping ou n'importe quoi d'autre, vous ayez créé des situations qui sont impossibles dans la structure des données originelles. Et de la même façon, il faut que vos données, elles restent cohérentes entre elles. Je vais vous montrer un exemple juste, après quand on parlera d'anonymisation. Mais il ne faut pas que, tout d'un coup, je me sois mariée après avoir divorcé. Ou alors ça va tout de suite très vite se voir où est-ce que vous avez fait de la manipulation et ça va aussi faciliter la rétro-ingénierie. Et puis, il faut penser aussi aux effets de bord. Julie vous en parlera tout à l'heure. Mais une même information, elle est souvent, disponible dans les données à plein d'endroits différents et donc c'est pas parce qu'on traite juste une variable qu'on a traité cette information. Il faut faire attention à est-ce qu'elle se répète ailleurs, typiquement sur le nombre d'enfants. Ça peut être reconstitué parfois assez facilement à partir de différents modules du questionnaire ou différentes questions du questionnaire. Donc voilà, ça c'était pour les méthodes et pour les métriques et donc ce qu'on va mettre en œuvre du coup concrètement, c'est qu'on va, choisir la finalité de traitement, de notre procédure, d'anonymisation ou de pseudonymisation. Donc au sens de la CNIL, la pseudonymisation, c'est un traitement de données qui va nous permettre de diminuer les risques de réidentification, mais pas de les supprimer. Ça va être plus compliqué d'attribuer les données relatives à une personne physique sans information supplémentaire. L'anonymisation, c'est le contraire, c'est on va s'assurer qu'en pratique, toute identification d'une personne, par quelque moyen que ce soit, est impossible. Donc vous voyez que la définition, elle est extrêmement stricte, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais c'est important de se rappeler ça. C'est-à-dire que quand on fait l'anonymisation, notre but, c'est qu'il n'y ait plus de données personnelles parce qu'il n'y ait plus d'identification possible.
Quand on fait de la pseudonymisation, on accepte qu'il y ait toujours un risque d'identification, de réidentification. Et donc, du coup, quand on choisit notre entrepôt, il faut le choisir en fonction de la contrainte que l'entrepôt s'est donnée. Et donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va vous montrer un peu des exemples de protocoles et de procédures de pseudonymisation et d'anonymisation. Et puis ensuite, on mettra ça en pratique sur SDC Micro. Ah oui, pardon, et j'ai pas fini sur mon petit graphique. Donc vous voyez que quand on pseudonymise, puisque on ne baisse pas à 0 les risques de réidentification, on va s'autoriser à n'utiliser que des méthodologies non perturbatrices. Quand on anonymise, ça va être plus compliqué. Et donc souvent, on va combiner des méthodologies non perturbatrices et des méthodologies perturbatrices pour, encore une fois, baisser le risque à 0 de manière théorique le plus long qu'on peut. Et donc si je reprends le petit graphique de Julie, que Julie vous a montré tout à l'heure, quand on anonymise, normalement, on peut se permettre des degrés d'accès qui sont assez ouverts. Quand on pseudonymise, là, il faut contrôler en fonction du niveau de pseudonymisation. Ce qui se passe, par exemple, au CSD, c'est plus qu'avec Julie, on va appeler de la désidentification, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est directement identifiant, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Mais on va laisser plein d'informations très fines. Par exemple, géographiquement, on va peut-être laisser votre commune, on va laisser de l'information sensible beaucoup plus fine, par exemple la religion en clair. Et donc, du coup, on va, la contrepartie de ça, c'est que l'accès, il est très, très sécurisé. Mais on peut aussi avoir des trucs un peu plus intermédiaires, comme nous, ce qu'on fait sur les fichiers de production et de recherche, où on est plutôt dans une pseudonymisation forte, parce qu'on ne va pas juste faire de la désidentification, on va aussi faire du traitement de données un peu plus fin pour limiter les risques de réidentification. Voilà, je te redonne la main, Julie. Donc, en pratique, pour la pseudonymisation, ce qu'on fait à l'INED, par exemple, et que vous pouvez faire aussi, c'est donc vous avez décidé que vous ne voulez pas anonymiser votre jeu de données parce que vous voulez préserver l'information et vous voulez qu'il soit utile pour d'autres recherches scientifiques. Donc, vous allez vous contenter de le pseudonymiser avec des méthodes non perturbatrices, comme disait Julie. Et en contrepartie, je le diffuse dans un entrepôt à accès restreint. Il ne pourra pas être en téléchargement libre parce qu'on a encore affaire à des données personnelles. Donc, vous allez sortir de votre base de données tous les tris à plat et vous allez extraire les variables qui vous semblent problématiques. Et pour ces variables, dans un deuxième temps, soit on va pouvoir les recoder, soit on crée des nouvelles, soit on ne peut rien faire avec et on va devoir les supprimer. Donc, nous, les règles qu'on applique, c'est qu'il va y avoir des variables qui vont être automatiquement supprimées où il n'y a pas de débat. C'est les variables directement identifiantes, donc les noms, prénoms, numéro de SIRET si c'est des entreprises, etc. Les verbatims, comme vous le disait Julie, quand on fait du quanti, en tout cas, dans la mesure du possible, on peut les recoder, mais on ne les laisse pas telles quelles parce que les gens racontent leur vie. Et la troisième règle, où il n'y a pas vraiment de débat non plus à l'INED, en tout cas, c'est de jamais laisser moins de 5 personnes dans une modalité pour 4 types de variables. Ce qu'on appelle donc les quasi-identifiants, c'est les variables sociodémographiques, structurelles majoritairement, les variables sensibles au sens de la CNIL et du RGPD dont on a parlé en introduction, les variables préjudiciables, donc c'est-à-dire qui peuvent porter atteinte à la vie privée, à la carrière du répondant, et enfin les variables de notoriété, c'est-à-dire qui sont aisément accessibles par des tiers sans qu'ils aient besoin de connaître intimement le répondant. On va voir des exemples après. Donc pour les quasi-identifiants, c'est en fait voilà, toutes les variables socio-démo, et là on va faire des recodages, c'est des possibilités un peu naturelles d'agrégation. Donc, en général, on fait des tranches d'âge de 5 ans. Pareil pour les revenus, on regroupe en tranches ou on tronque aux extrêmes de la distribution, ce que vous disiez Julie, les top-bottom recoding, là je ne sais pas quoi. Sur les variables géo, on laisse très rarement le niveau départemental, on recode en général à la région. La PCS, on va recoder niveau 1 ou 2, donc 24 ou 8 postes, c'est pour la PCS 2003. Les nationalités, on va faire par continent aussi. Donc, à quoi ça sert? À limiter le risque de réidentification indirecte. Si on laisse tout en clair, là vous avez donc le département en clair, l'âge en clair, le nombre d'enfants en clair, on peut isoler facilement madame qui habite dans le Cantal, qui a 2 enfants et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a 35 ans. Si on fait finalement qu'on passe du département à la région, on va, et si on recode par exemple à 4 enfants ou plus et qu'on fait des tranches d'âge, là on va devoir croiser beaucoup plus de variables pour pouvoir retrouver notre dame. Donc en fait, on réduit un peu le risque en faisant ce genre de recodage.
Vous avez un exemple ici, dans une enquête sur les immigrés chinois en région parisienne, c'est ce qu'on a fait. Vous avez donc les variables d'origine à gauche et les nouvelles variables dans le fichier diffusé à droite. On a regroupé en fait les années de naissance, les âges, mais aussi la surface du logement en tranches, par exemple. Pour les quasi-identifiants, on a souvent des configurations de ménage aussi avec des cas un peu rares, où là, on ne peut pas vraiment recoder. Ici, vous avez l'exemple d'une enquête qui s'appelle Virage LGBT, où on demandait qui sont les personnes qui vivent avec le répondant. Et il ou elle listait, donc je vis avec ma mère, avec mon père, avec la fille de mon conjoint, et combien il y en a à chaque fois. Donc ceux qui ont répondu qui vivaient avec, avec leurs 2 belles-filles, vous voyez, il n'y a qu'un individu qui est dans ce cas à gauche. Et en plus, mon jeu de données, donc là, c'était Virage LGBT, il est rempli de variables sensibles, donc on va éviter de laisser ce genre de variables, sauf que je ne peux pas recoder à 0 et plus. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 variables compteurs à droite, nombre d'autres personnes avec lien familial dans le ménage et nombre d'autres personnes sans lien familial dans le ménage. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas faire du recodage simple. Ensuite, donc là, c'était des variables compteurs, mais on peut aussi faire de la création de variables, comme sur l'héritage, où on avait demandé aux répondants de qui provenait son héritage. Et il y avait des réponses un peu trop identifiantes quand c'était des types de personnes un peu éloignées. Donc, on a créé, enfin, éloignées du répondant, donc on a créé 4 variables. Pareil, est-ce que ça provient de la mère, du père, des grands-parents? Et ensuite, une catégorie d'une autre personne. Voilà. Ensuite, il peut arriver, j'espère que vous voyez bien, que vous ne pouviez absolument pas toucher à des variables à risque parce que c'est ce sur quoi repose l'intérêt de l'enquête. Par exemple, à l'INED, on avait une enquête qui s'appelle Mon quartier, mes voisins, et dont l'intérêt repose sur le fait de pouvoir faire des analyses et des comparaisons par type de quartier, au sens bourgeois, prioritaire, gentrifié, mixte, etc. Donc, ça arrive qu'on doive laisser en fait un niveau géographique fin, mais dans ce cas, on va redoubler de vigilance sur plein d'autres types de variables. Et parfois, on peut aller au-delà des tris à plat pour regarder souvent les seuils dans les tris croisés. Donc, dans ce cas précis, par type de quartier. Ici, par exemple, on demandait au répondant s'il avait été en conflit avec des voisins et l'objet de ces conflits. Donc, il y avait 9 possibilités, la 9e étant autre objet de conflit. Donc, dans la base, ça donnait 9 indicatrices. Et sur la modalité 8, est-ce que vous avez été en conflit avec à propos des limites de terrain? Vous voyez dans la capture d'écran à gauche, ceux qui ont répondu oui, il y en a beaucoup plus de 5, donc il y en a 23, donc on se dit super, ça pose pas de problème. Mais en fait, quand on croise par type de quartier, c'est la capture d'écran du milieu, vous voyez, il y a vraiment des individus isolés, qu'on peut isoler facilement. Donc en fait, on a agrégé l'indicatrice 8, limite de terrain, avec l'indicatrice 9, autre, pour créer une variable, voilà, autre, enfin pour les mixer les deux et qui est beaucoup plus d'individus dans le trait à plat. Voilà. Et c'est aussi le cas quand vous faites des enquêtes souvent dans les outre-mer. On a pour l'enquête migration, famille et vieillissement qui est conduite dans les 5 DROM avec pour chaque variable la possibilité de croiser par département ou région. On avait donc besoin de ce niveau géographique fin. Et dans ce cas-là, on a été beaucoup plus vigilant sur les autres variables et sur les tris croisés. En parlant des outre-mer, l'évaluation des risques, elle repose aussi, bon, ça c'est le même exemple, elle repose aussi sur une expertise conjointe donc, de l'équipe de diffusion et des concepteurs de l'enquête, ou sur votre propre expertise si vous êtes l'auteur des données, parce qu'il y a certaines variables qui deviennent problématiques à la lumière du contexte local et des populations concernées. Donc là, on a encore un exemple tiré de l'enquête migration, famille et vieillissement à Mayotte cette fois. On avait à gauche la variable nature du mariage avec le conjoint qui, pareil, a priori, ne pose pas de problème parce qu'on a suffisamment de monde dans les cases. Sauf que ensuite, pour ces 3 modalités, donc devant le cadi seulement, devant le cadi et à la mairie ou seulement à la mairie, on avait des variables qui demandaient l'année du dit mariage, avec cette fois des effectifs inférieurs à 5 comme on voit à droite. Et en fait, ce sont les chercheurs qui nous ont alertés en nous expliquant qu'avant une certaine époque, c'était vraiment très marginal de se marier uniquement à la mairie à Mayotte. Donc, on a décidé de regrouper toutes les années du mariage civil en dessous d'une date clé. Donc voilà, vous avez l'exemple ici d'une variable qui peut être anodine dans une enquête en France hexagonale avec plein de répondants. L'année du mariage, a priori, c'est pas très grave, mais qui devient très distinctif dans une enquête à Mayotte, dans une question filtrée avec moins de répondants. Donc voilà, il faut faire attention aux filtres que vous avez appliqués dans votre enquête et aux autres, enfin, là où vous avez retrouvé d'autres réponses dans l'enquête.
Donc, pour résumer ça, c'était des petits exemples de pseudonymisation. C'est pas uniquement attribuer des pseudonymes. La pseudonymisation, c'est pas non plus de l'anonymisation parce que les répondants, ils restent indirectement réidentifiables et on va pas modifier la véracité de nos données. On va simplement faire des recodages, agréger des modalités pour rendre l'information disponible moins fine. Et donc, le risque, il n'est pas éliminé, mais il est minimisé grâce à des méthodes non perturbatrices automatisable sur des quasi-identifiants, ce que je vous disais au début, les variables sociaux des mots, et un peu plus au cas par cas sur d'autres variables, et on a besoin en fait d'une part d'appréciation humaine. Et si vous voulez des exemples de toutes les variables qui ont subi un traitement dans nos enquêtes à l'INET, dans nos enquêtes pseudonymisées, si vous commandez les données sur Kitely Progedo, vous avez dans les fichiers un petit lisez-moi qu'on met à chaque fois, avec la liste des variables qu'on a considérées comme problématiques et ce qui leur est arrivé. Mais voilà, en ayant en tête le seuil de 5 individus minimum sur les 4 variables que je vous ai présentées au début, vous devez pouvoir juger vous-même dans votre jeu de données des variables que vous voulez supprimer, recoder, agréger, etc. Et je vous laisse avec Julie pour SDC Micro et la partie anonymisation. Juste Il peut-être. faut que tu remettes ton micro. Ouais, juste, ouais, je me dis, t'as pas de micro, mais j'en profite. Si jamais il y a des questions avant qu'on passe à la partie SD micro, n'hésitez pas, y compris dans le chat, hein, et on lira, etc. Quoi, je le dis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, hein. C'est hyper clair, mais comme vous allez assez vite, peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de poser les questions. Mais voilà. Mais donc, t'as qu'à commencer, là, je vois que ça bouge Ouais, pas. Voilà. ok. Alors, je commence. Donc, pour compléter du coup la procédure de pseudonymisation avec une procédure d'anonymisation, en fait, c'est globalement la même chose, hein. On va regarder les variables, identifier les quasi-identifiants, les variables sensibles, toujours supprimer les variables directement identifiantes. Et puis après, la chose qu'on rajoute, c'est cette idée de brouillage. Donc, avant qu'on passe sur SDC Micro, 2 exemples avec des scripts qui sont hors SDC Micro. Donc là, par exemple, c'est c'est pour brouiller l'âge à l'intérieur des tranches quinquennales. Donc en gros, mon idée, c'était de me dire, comme ce que je veux faire, c'est reproduire des résultats de recherche existants et que ces résultats sont systématiquement présentés avec des catégories d'âge en 5 ans, mais que je veux quand même protéger les individus, ce que je peux faire, c'est que je peux inverser les âges à l'intérieur des tranches d'âge. Comme ça, mon tableau, à la fin, avec mes tranches d'âge, il n'aura pas bougé. Mais les individus, eux, ils seront quand même moins reconnaissables parce qu'il y aura une probabilité que l'âge ne soit pas le bon âge. Et donc, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est juste que j'ai, du coup, pour 10% de chacun des groupes d'âge quinquennaux, j'ai mélangé les âges. Et du coup, ce que j'ai fait évidemment, c'est que j'ai vérifié que j'avais pas fait n'importe quoi avec, par exemple, la variable d'âge du départ au foyer des parents. Si la personne, elle est plus âgée maintenant que l'âge qu'elle a déclaré, enfin, l'âge auquel elle a déclaré d'être partie chez ses parents, ça va pas. Et donc du coup, j'ai vérifié que j'avais pas fait de bêtises, là-dessus. Puis évidemment, j'ai renommé ma variable et j'ai rajouté un nouveau label pour que ce soit clair pour les gens qui réutilisent les données que, l'information de l'âge a été brouillée. Un autre exemple Juste, qui est plutôt excuse-moi, sur un excuse-moi. vas-y Damien. Donc ça veut dire que vraiment, quelqu'un qui avait 55 ans peut se retrouver à 25 ans. C'est-à-dire que tu brouilles pas juste à la catégorie au-dessus ou en dessous, hein. J'ai brouillé à l'intérieur de la classe d'âge quinquennal. Donc quelqu'un qui avait 55 ans aurait pu se retrouver à avoir, entre 50 et 55 ans ou entre 55 et Ah oui, 59, d'accord, ok. je Donc sais tu mets plus un c'est quel est faux âge en précis. clair, ok. C'est ça. Mais Tu vois, qui j'ai reste, mais groupé, qui reste dans une tranche de 0 à 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est ok. ça. J'ai groupé par âge quinquennal et du coup, toutes mes opérations ensuite, elles sont faites à l'intérieur de mes groupes quinquennaux. Mm. Donc ça permet encore une fois un peu dans cette idée de target record swapping, de en fait targeter les individus et de pas changer n'importe quoi, mais de changer avec des gens qui sont assez proches, là en Et là, l'occurrence, tu le fais en pour tout âge. le monde en revanche, hein, le brouillage, hein, Je si le je fais pour comprends bien ton 10 code. de chacun des groupes d'âge quinquennaux. Ah oui, tu as fait un sample avant, ok. C'est ça. Mm. Ouais. Et ça, c'est à l'appréciation, hein, de toute façon, encore une fois, vous avez compris, il y a beaucoup d'heuristiques, dans ce qu'on fait. J'aurais pu le faire sur 100 mais là, j'ai choisi de le faire sur 10. Et donc ça, c'est un autre exemple où, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bruit, une perturbation. Donc là, j'ai décidé que ma perturbation, elle suivait une loi binomiale, et qu'elle était comprise entre -4 et 4, je crois, ou -2, non, -2 et 2. Et du coup, je vais juste ajouter ma perturbation et donc là, c'est l'année de la rencontre, l'année du mariage civil et l'année du mariage religieux. Et donc j'ajoute la même perturbation à mes 3 variables, comme ça, le temps qui s'est écoulé entre la rencontre et le mariage civil et ou le mariage religieux et entre les 2 mariages est préservé.
Et donc si les analyses que font, les chercheurs, c'est plutôt sur, la durée passée, la durée avant le mariage, la durée entre les mariages, bah, ils pourront avoir la même qualité d'analyse. C'est juste qu'il y aura pas exactement la bonne date, effective, de mariage ou de rencontre. Et là, c'est pareil, il faudrait que je fasse des vérifications pour être sûre que j'ai pas fait, par exemple, si j'ai une variable sur le divorce, que j'ai pas créé, de l'incohérence à l'intérieur de mon fichier de données. Voilà, et donc l'anonymisation, c'est aussi une analyse assez qualitative des fichiers. Ça demande une bonne connaissance des données, à la fois sur, comme pour la pseudonymisation, la signification des variables, le contexte et cetera. Mais aussi pour, il faut bien connaître les structures de corrélation à préserver dans les données. Donc il faut que vous sachiez où se trouve l'information et la information qualitative. Et puis, il faut encore une fois que vous ayez une idée précise des usages qui vont être faits des données diffusées. Quand on fait de la pseudonymisation, on dit qu'on est capable de produire des nouveaux résultats de recherche, à partir de ces données-là. Quand on fait de l'anonymisation, on dit que c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, bah, on a brouillé et on ne peut pas garantir que la qualité d'une régression ou d'un modèle, explicatif, statistique, sera la même, que sur les données brutes. Donc on peut faire des traitements à la main ou automatiques avec SDC Micro, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis encore une fois, bah, on protège mieux les individus quand on anonymise que quand on pseudonymise. Et donc on peut éventuellement, avoir des, degrés d'ouverture des données qui sont un peu plus, élevés. OK, alors donc maintenant on peut passer sur SDC Micro. Je vois qu'Eric a fait une remarque, juste pour souligner que ces règles sont diversement observées avec plus ou moins de souplesse. Ouais. Mais c'est de toute façon, enfin, nous, ce qu'on vous donne, c'est encore une fois les principes qu'on s'applique, enfin qui sont appliqués à l'INED et que nous, on pense, être les bons, parce que c'est pour ça qu'on les applique. Mais de toute façon, il n'y a pas de règles, écrites. Il y a les règles du secret statistique, hein, ça, on vous a mis le lien à la fin des slides du guide du secret statistique où il y a de fait des règles qu'il faut absolument observer. Mais il y a pas de règlement qui dit qu'il faut, moins de 5 personnes dans une modalité, dans un FPR. C'est pas comme ça que c'est défini. Encore une fois, l'important, c'est qu'en tant que responsable de traitement, responsable de, collecte des données, bah, vous devez mettre en œuvre, des procédures qui protègent les individus à l'intérieur du fichier de données et assumer ces procédures, si jamais, quelqu'un vous embête. Donc sur SDC Micro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, un jeu de données synthétique que j'ai créé avec mon collègue Gaspard Massiot spécifiquement pour, ce genre de tuto. Qui va nous permettre du coup de, démontrer toutes les fonctionnalités de SDC Micro. Donc SDC Micro, c'est un package R qui a été développé par, des ingés ou des chercheurs de, l'IHSN, de, l'Office national des statistiques de l'Autriche, de l'Université de Vienne et de la Banque mondiale et qui est vraiment pensé pour mettre en place, des protocoles d'anonymisation de A à Z sur des microdonnées, spécifiquement et qui prend en compte en plus les enjeux de reproductibilité de ces protocoles d'anonymisation. Et ce qui est chouette avec SDC Micro, c'est qu'il y a une interface graphique, qui permet, de faciliter la prise en main. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui parce que c'est une bonne introduction au package. L'interface graphique, elle n'a pas 100 des fonctionnalités du package, mais elle en a quand même suffisamment pour qu'on fasse des trucs intéressants. Et puis ensuite, de toute façon, je vais vous montrer le code et vous allez pouvoir, enfin, c'est une première approche pour ensuite mettre le nez, dans le code et dans les fonctions et de pouvoir faire de l'ajustement un peu plus fin que ce qui est permis, par le l'interface graphique. Donc, dans notre base de données synthétique, on va dire que c'est une enquête auprès des femmes actives de 25 à 60 ans. On a 3000 répondantes, et on a un identifiant et 13 variables et on n'a pas de variable de pondération. On se pose pas la question de la pondération. Donc juste pour vous montrer que vous ayez une idée de quoi on va parler. Donc, nos variables sociodémographiques, c'est le sexe, l'âge, le statut marital, la PCS en 29 positions, le diplôme, on a 10 niveaux de diplôme possibles et un nombre d'enfants, qui est pas du tout compris entre 1 et 4 d'ailleurs, mais qui est compris plutôt entre 1 et 7. Ensuite, on a des variables qui sont relatives aux conditions de travail. Donc on a le temps de trajet entre le domicile et le travail, le nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise, la quotité de temps de travail et un indice de satisfaction qui est compris entre 0 et 100, vis-à-vis de son travail. On a quelques variables qui sont relatives à la fécondité. Est-ce que la personne est enceinte ou non? Est-ce qu'elle veut avoir des enfants dans le futur? Et est-ce qu'elle a l'intention de demander un temps partiel? Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place, du coup, cette, procédure qu'on s'applique avec Julie. C'est qu'on va donc identifier nos variables problématiques. On va faire quelques pré-traitements, avant de mettre en place l'anonymisation ou la pseudonymisation et ensuite, on va rentrer dans une boucle où on va mesurer les risques d'identification et d'inférence. Là, on n'a pas de risque de corrélation puisque de toute façon, c'est un fichier qui n'existe pas. On va appliquer nos opérations d'obfuscation et on va mesurer la perte d'information et mesurer les risques. Et ensuite, on va continuer cette boucle jusqu'à ce qu'on arrive
à un état satisfaisant et qu'on se dise que on a suffisamment diminué les risques tout en limitant suffisamment la perte d'informations. Et donc, pour faire simple, nous, on va considérer comme quasi identifiant l'âge, le statut marital, le diplôme, la PCS 29 et le nombre d'enfants. De toute façon, dans mon fichier, toutes sont des femmes, donc j'ai pas besoin de considérer le sexe. Et comme variable sensible, on va considérer le fait d'être enceinte ou non, les intentions de fécondité, l'intention de temps partiel et puis la satisfaction au travail. La satisfaction au travail, c'est pas vraiment une variable sensible, mais c'est parce que c'est une variable continue et du coup, ça va me permettre de vous montrer des choses dans les essais micro qui sont un peu intéressantes. Sinon, on n'a que des variables catégorielles. Alors, vous me direz que de manière générale, c'est un peu le problème de nos données d'enquête en sciences sociales, c'est qu'on a beaucoup de variables catégorielles. Mais comme ça, il y aurait une variable continue pour montrer 2-3 trucs. Voilà, donc du coup, maintenant, je vais changer d'écran. Alors, tac. Je vais mettre mon RStudio ici. Hop. Tac, tac, tac. Il faut que je fasse ça. Fenêtre. Hop. Ah non, tout l'écran. Écran 1. Partagé. Hop, voilà. Donc, je suis dans mon RStudio. Je me suis déjà mis dans mon répertoire de travail. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mes données. Encore une fois, c'est des données synthétiques qui ont été faites exprès pour le tuto. Et je vais regarder à quoi elles ressemblent, ces données. Donc, on est sur un fichier de données très classique, avec de la codification numérique de variables catégorielles et puis quelques variables continues comme, le temps de trajet ou, la satisfaction. Et ce fichier de données, parce que je suis, rigoureuse et que sinon j'arrive pas à m'y retrouver dans tous ces chiffres, je l'ai labellisé. Donc si par exemple, je regarde une des variables, je vais faire la jolie pipe pour faire plaisir à Damien. Hop, hop et donc je regarde par exemple le diplôme. Hop, vous voyez que du coup, j'ai, bien labellisé toutes mes modalités. Donc je sais à quoi ça correspond et ça, c'est important parce que dans les essais micro, ça va nous permettre d'avoir quand même, une meilleure lecture de nos opérations d'anonymisation, de pseudonymisation. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger du coup ma librairie SDC Micro et je vais faire la commande SDC App. Hop. Et donc ça, tac. Ça va m'ouvrir du coup cette interface graphique dans laquelle on va pouvoir travailler. Touc. Est-ce que ça va le zoom? Ouais, parfait. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer, les données dans SDC Micro. Donc là, comme je suis dans mon environnement de travail et que j'ai déjà, chargé mes données, elles sont disponibles directement ici. Mais vous voyez, on pourrait importer aussi, directement avec en cherchant dans notre explorateur, de fichiers, où se trouvent les données. L'import des fichiers SPSS, SAS et Stata, ça se fait avec la librairie, Heaven, qui est la librairie classique pour faire ça. Donc je vais charger mes données et donc voilà, maintenant j'ai mon fichier de données. Donc vous voyez encore une fois, comme c'est labellisé, c'est chouette parce que les labels s'affichent plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, je suis dans ma partie encore microdata, donc je vais pouvoir faire toutes ces opérations préalables à l'anonymisation. Qui, vont préparer le fichier pour pouvoir, appliquer et le protocole correctement. Donc en particulier, vous pouvez, explorer un peu les variables, regarder les distributions, à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité de faire un sous-ensemble des données, qui est, aléatoire ou qui est les premières observations et cetera. Moi, je le fais jamais, mais c'est possible si vous avez besoin de le faire et puis vous pouvez, traiter la donnée, en particulier changer le type de la donnée et donc ça, c'est important parce que les essais micro, lui, il va avoir besoin d'un certain type de données pour faire certains types d'opérations. En particulier, pour faire le calcul du cas anonymat, donc le nombre d'individus qui partagent les mêmes caractéristiques de, toutes les, variables qu'on a identifiées comme étant, potentiellement réidentifiantes. Il ne le fait que sur des variables factorielles. Donc un truc que moi je vais faire systématiquement, c'est que donc en particulier l'âge et le nombre d'enfants, en fait, je vais les transformer de numérique en factoriel pour que les essais micro puissent les prendre en compte dans le calcul de risque. Donc je vais faire ça, hop, voilà, maintenant elles sont factorielles. Donc ça m'a juste fait une pyramide des âges très classique et puis si on regarde le nombre d'enfants, hop, voilà, ça me fait un histogramme, voilà, ce que je vous disais, ça va jusqu'à 7. Et à l'inverse, ce qu'on va faire, c'est que, on va convertir la variable satis, donc la satisfaction, en une variable numérique puisque comme il y a des labels sur, les valeurs extrêmes et sur, le 999, automatiquement lui, il a considéré que c'est du facteur, mais moi je veux qu'il le considère comme variable numérique pour pouvoir vous montrer des trucs.
Donc voilà, du coup, je l'ai recodé en numérique et donc maintenant, il m'a fait un joli histogramme avec, ma variable de satisfaction et il m'a gardé mes valeurs manquantes, donc c'est parfait. Ce que je peux faire aussi qui est important, c'est que je peux, mettre, certaines modalités transformer certaines modalités en NA. Donc ça, je vais le faire parce que SDC Micro, il est pas capable de reconnaître que 99, ça veut juste dire ne sait pas ou ne souhaite pas répondre et donc si on ne traite pas ça, a priori, lui, il va le considérer dans les calculs de risque de réidentification. Sauf que moi, je considère pas particulièrement qu'avoir répondu 99, enfin, ou ne sait pas ou ne veut pas répondre à une, variable, c'est un risque de réidentification. Donc, je vais regarder du coup sur mes variables, mes quasi-identifiants et mes variables sensibles, s'il y avait, de la valeur, s'il y avait des 99 et je vais les recoder, directement comme ça. Donc, dans l'âge, il y en avait pas, si je dis pas de bêtises, voilà, ça c'est bon. Le statut marital, je crois que c'est pareil, il y en a pas. Ah bah si, il y a des refus, donc les refus, hop, je les mets en NA. Ensuite, on avait le diplôme. Aucun diplôme, tac, 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 ça, il y en a pas. La PCS 29, je crois que c'est pareil, j'en ai pas mis. Voilà et ensuite le nombre d'enfants, hop, il y en a pas non plus. Sur nos variables sensibles, on avait le fait d'être enceinte. Là, pour le coup, il y a du refus, je le transforme en NA. Et ensuite, on avait nos intentions de fécondité. Pareil, je mets mon refus en NA et sur l'intention de temps partiel, hop, je mets mon refus en NA. Voilà. Et sur la satisfaction, je crois qu'il a géré tout seul les 999 ou c'est moi qui les avais mal codés. Dans les 2 cas, on n'en a plus, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, dans le cas où on aurait un fichier de données avec, des identifiants primaires et secondaires, on pourrait lui, décrire cette structure de données. Donc par exemple, si vous avez un fichier où vous avez l'identifiant des parents et puis l'identifiant de chacun des enfants qui sont associés à ces parents, ou si vous avez un identifiant ménage et un identifiant individu, l'indiquer ici. Et puis si vous avez fait des bêtises, vous pouvez toujours aller dans Reset Variables et vous pouvez revenir du coup à la variable d'origine et éventuellement recommencer, à faire vos opérations. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le problème d'anonymisation. Donc c'est comme ça que ça marche sur SDC Micro. Je vais retourner. Ah bah, voilà, tu vois, tu disais: «Damien, ça allait trop bien». Ça y est, il est revenu. Voilà. Voilà. Hop et donc du coup, la façon dont on va poser le problème d'anonymisation, c'est qu'on va indiquer à SDC Micro tout ce que c'est, ces variables, qui sont des risques d'identification ou, qui sont sensibles. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la colonne Key Variables, c'est là où je vais définir mes variables qui posent un risque d'identification. Donc nous, on a dit qu'on le sait que ça sert à rien puisque de toute façon, c'est avec une seule modalité. Donc on a dit l'âge, le statut marital, la PCS, le diplôme, le nombre d'enfants et puis on a nos variables sur lesquels du coup, on a plutôt un risque qui est lié à l'inférence, qui sont des variables sensibles. Donc là, je ne vais pas les cocher ici parce que ce n'est pas des variables clés. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher, p-randomisation parce que je me dis que c'est une opération que je pourrais vouloir faire sur ces variables. Donc je vais faire ça sur enceinte, enfant futur, intention de temps partiel et satisfaction et je vais aussi mettre satisfaction comme une, key variable pour vous montrer que ça change absolument rien dans les calculs. Si je voulais supprimer des variables, je pourrais le faire ici aussi. Ça, ce serait pour indiquer qu'une variable est un identifiant hiérarchique et puis ça, c'est si on avait une variable de pondération, mais nous, on n'en a pas. Avant de poser le problème, ce qu'on va faire, c'est que je vois que le bouton n'apparaît pas, il va peut-être falloir que je redémarre. C'est qu'on va on va caractériser du coup ces 2 paramètres ici. Donc le paramètre seed, c'est la graine, ça normalement vous connaissez, c'est pour, fixer l'aléa, et pouvoir reproduire exactement les mêmes résultats. Donc comme il y a un certain nombre d'opérations qui se font avec, de l'aléatoire, bah, c'est important de le faire, sur le principe pour pouvoir retrouver les mêmes résultats si on relance, les scripts. Donc à chaque fois, j'arrive pas à faire le slider, mais c'est pas grave, on va dire 51 et puis voilà. Et le paramètre alpha, c'est à quel point est-ce qu'on pense que les valeurs manquantes, elles doivent être prises en compte ou pas dans les calculs de risque, qui vont être faits par SDC Micro. Et moi, par principe, je dis que ça n'est pas important puisque je considère que le fait de ne pas avoir répondu à une question ou qu'on n'ait pas posé la question à la personne, ça ne constitue pas un risque en soi. Voilà et là, je devrais avoir un bouton quelque part qui me dit, faire le problème, mais je vois que mon SDC Micro est coincé Mais tu as et vu que donc tu du avais une coup erreur, hein. ouais, ça l'erreur, c'est lié au fait qu'il veut pas me faire, c'est qu'il veut pas me faire, hop, la petite table ici, parce que ma variable, identifiant, elle est pas numérique, mais c'est là juste qu'il est planté et donc du coup, je vais recharger. D'habitude faire ça, ça ne marche pas.
Ouais, hop, et ben c'est pas grave, je vais fermer. Donc ça, je vais vous montrer comment arrêter le truc. Vous avez le petit bouton stop ici. Donc du coup, je vais stopper. Pourquoi il est pas content? Hop, voilà, et je vais relancer. Hop, tac. Alors très rapidement, je vais refaire mes quelques opérations que je vous ai montrées. Hop, hop, je convertis en facteur, je mets variable satisfaction en numérique et je vais faire mes petits ENA, hop. PCS diplôme, il n'y en avait pas, le nombre d'enfants, il n'y en avait pas et ensuite c'était sur ces trucs-là. Tac, tac et bah, non, c'est tout, je crois. Non, ça j'ai pas fait. Si j'ai fait, ça j'ai fait. Le fait d'être enceinte, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Hop, voilà. Alors, on va lui laisser 10 secondes pour voir si ça marche. Yes. Donc, je recommence. Donc, on a dit mes variables quasi identifiantes, c'est mon âge, mon statut marital, ma PCS, mon diplôme et mon nombre d'enfants. Et tac, tac, on va mettre la satisfaction comme ça et puis on met de la périrandomisation. Hop, hop, hop. Pardon, il faut que j'enlève ça. On met de la périrandomisation sur enceinte, enfant futur. Ouais, voilà. Mon paramètre alpha à 0 comme je vous ai dit et ma graine a une valeur complètement aléatoire, on s'en fiche. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, et donc ça c'est hyper important de bien le faire parce qu'une fois qu'on l'a fait, SDC micro, il est lancé et si on s'est trompé, il faut tout recommencer. Je clique là et donc maintenant je suis dans la partie problème d'anonymisation. Donc j'ai un petit résumé de ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi mes variables quasi identifiantes qui sont celles-ci. Hop, j'ai quelques informations là et donc là j'ai une première évaluation du risque dans mes données. Donc là, si je touche à rien, il y a 2 800 personnes, sur les 3 000 qui sont à risque d'être identifiées. Donc en gros, qui sont trop uniques dans les données et si on regarde sur ma mon indicatrice de cas anonymat, en fait, tout le monde, toutes les observations violent le 5 anonymat. Donc ça veut dire qu'on n'a pas plus de 5 personnes qui partagent les mêmes caractéristiques dans mon fichier de données. C'est très logique, c'est lié au fait qu'il y a 36 modalités d'âge, on a 29 niveaux de PCS, et donc quand on combine tout ça, bah, mécaniquement, on va se retrouver avec des gens qui sont assez identifiables. Et en bas, on va regarder ici souvent parce que c'est là que toutes les étapes d'anonymisation qu'on a faites, vont s'écrire. Donc vous allez retrouver à nouveau un petit truc pour explorer les variables et pour regarder des tris à plat. Vous avez la possibilité de créer des nouveaux identifiants. Alors ça, c'est assez rarement utile, mais ça nous est arrivé une fois avec Julie de se rendre compte que, à l'intérieur des identifiants, on avait l'identifiant, du logement et donc on pouvait reconstituer, des logements à l'intérieur d'un fichier de données. Donc on a changé les identifiants puisque mécaniquement ça créait des risques de réidentification, de savoir que, 2 familles, vivent au même endroit. Et puis ensuite, bah, vous avez toutes vos opérations d'anonymisation qui sont disponibles ici. Donc le classique, ça va être encore une fois le recodage. Donc bah, voilà, parfait, c'est sur ma variable d'âge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recoder mon âge en tranches parce que c'est un peu le truc classique qu'on fait systématiquement. Donc on va faire des tranches quinquennales comme ça. Enfin, ça pourrait être 29 mois, mais on va faire 25-29. Et donc là, je fais, alors vous voyez, c'est un peu à la main. C'est un peu la contrepartie hop, de l'interface. C'est que du coup, il faut cliquer un peu beaucoup. Mais je trouve que c'est quand même assez fluide et que ça va assez vite quand on le fait bien. Hop. Tac. Ensuite, mes 40, 44. Et vous voyez, ma distribution, elle s'adapte au fur et à mesure. Je vais baisser un peu pour que vous voyez mieux. Hop. 45, 49. Touc. 50, j'ai oublié 51, tac, tac, 54. Et on va faire 55 et plus, parce qu'on va pas mettre les 60 tout seul. Hop, hop. 55 plus, tac. Voilà, donc là, j'ai fait mon codage sur mon âge. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner dans mon résumé et je vais voir que bah, ça a un peu changé. Dans mon fichier originel, j'avais 2800 observations qui étaient à risque de réidentification et maintenant, j'ai plus que 2500.
Et donc, c'est ça qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, de façon itérative, faire des opérations et puis ensuite venir voir dans le résumé où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi l'impact sur le cas anonymat. Donc là, bah, j'ai plus, j'ai 5 personnes qui ne violent plus, le 5 anonymat, mais qui doivent sûrement violer le 6. On n'a pas beaucoup amélioré et donc on va faire ces opérations-là. Alors pour les besoins de la présentation, je vais quand même recoder, la PCS. Donc mes agriculteurs, ils vont rester tout seuls. Hop. Mes artisans, hop, hop. Je vais les mettre dans une catégorie. Je pourrais ne pas spécifier de label, mais c'est quand même plus pratique de le faire. Alors ensuite, on va faire attends, j'ai pris mes petites notes parce que je les connais pas par cœur quand même si je fais un peu genre. Hop, 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 hop. Donc tout ça, c'est mes cadres. Ensuite, on va prendre nos professions intermédiaires. Tac, tac, tac et tac. Profession, ouf, intermédiaire. Ensuite, employé, hop, administratif, commerce et on s'arrête aux ouvriers. Et puis enfin, du coup, les ouvriers, tac, tac, tac. Hop, voilà. Je vais vérifier ici qu'il y a pas de trucs qui traînent. Non, c'est bon, j'ai bien une catégorie de PCS classique. Voilà, donc maintenant j'ai fait ça, donc je peux retourner voir et OK, bah, ça a encore un peu baissé. Là, c'est quand même pas mal, hein. On est passé de 80 à 51, donc on est quand même bien. On pourrait se poser la question de regrouper le diplôme. On pourrait regarder, se dire: «OK, bah, en fait, mon diplôme, qu'est-ce que j'ai fait?» Bon, bah, c'est pas très différencié. Il y a les gens sans diplôme, ils sont assez peu, donc mécaniquement, ils doivent être assez réidentifiables. Les gens qui ont un niveau inférieur au brevet, du coup, qui seraient un peu tous là. Le niveau, bac ou quasi bac qui pourrait être là et puis peut-être qu'il faudrait, rassembler là sur les diplômes, voir un peu ce que ça donne. Mais on peut aussi commencer à regarder d'autres manières, de faire, de changer du coup les risques dans notre fichier de données. En particulier, je pourrais laisser SDC Micro rajouter, donc faire de la suppression locale et rajouter des valeurs manquantes, là où lui, il considérait que ce serait important. Donc moi, encore une fois, j'aime pas trop faire ça et d'habitude, je le fais pas trop. Mais du coup, là, on va le faire pour vous montrer ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire quand même qu'il y a un ordre d'importance dans mes variables, dans mes quasi identifiants. Donc je vais lui dire: «OK, bah, je veux bien que tu mettes du NA, à certains endroits, mais je veux que tu préserves le plus possible certaines variables parce que quand même, c'est important que tu changes pas». Donc au hasard, je vais dire: «OK, bah, je voudrais, préserver mon niveau de diplôme et ma PCS». Donc je vais les mettre en 1 et 2. Je vais dire: «OK, ça, c'est des variables qui sont hyper importantes, il ne faut pas trop changer leur structure». Et on va dire que, je vais mettre l'âge en troisième, le nombre d'enfants en quatrième et le statut marital, je m'en fiche un peu parce que c'est pas très significatif pour mes données, c'est pas très important, il y a pas de structure corrélation forte autour du statut marital. Et du coup, je vais dire: «OK, bah, là, j'aimerais bien, que donc, on a quand même, mis 502, observations, qui violent le 3 anonymat». Donc je vais OK, je vais dire, alors je vais peut-être pas le faire pour ça, parce que ça va être un peu long, je vais le faire pour 2, pour pas que ça prenne trop de temps de calcul. Voilà et donc je vais dire: «OK, bah, vas-y, fais-le». Donc là, vous voyez, il est en train de le faire et puis quand il aura fini, ça va mettre à jour la page et donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il optimise, l'endroit où il met des NA pour arriver à ce qu'il y ait plus aucune observation qui viole le 2 anonymat. Donc là, ça y est, il l'a fait et donc il va me dire, hop, hop, pardon, il va me dire: «Voilà, bah, du coup, j'ai transformé 5 réponses qui n'étaient pas des NA du diplôme en NA, et j'ai quand même, mis 630 statut marital, en NA». Moi, je trouve que ça fait beaucoup et que ça change quand même très fortement la structure de mes données. Je peux le regarder si je Juste, veux. Je excuse-moi, parce peux que aller comme vas-y. tu vas vite, parfois je lâche. Les statuts maritaux, on est d'accord que c'était des statuts où ils pouvaient être mariés, célibataires, quoi. C'était des trucs bien renseignés qui va passer en C'est ça. ENA Ouais, en se disant comme ça, ils vont plus être identifiables. C'est ça, hein? c'est ça, exactement. Ouais. Donc là, tu vois, on Donc avait, ça change là pour 135 le coup. veuves, Là, et on on peut en a dire plus que que 25. ouais, on peut dire que là, vraiment, tu salopes tes données quand même. Voilà. On peut tout à fait dire ça. Et du coup, là, on peut se dire: «OK, ben, en fait, en termes de perte d'informations, j'ai même pas besoin de commencer à faire des calculs de distance pour me dire que, franchement, j'ai un peu fait n'importe quoi».
Et donc je peux me dire: «Bah, non, mais en fait, stop, quoi. Je veux pas faire ça parce que c'est trop dangereux» et donc du coup, c'est super, il y a un bouton undo qui me permet de revenir, d'effacer, du coup, la dernière opération qu'on a faite. Donc là, je vais faire ça. Je vais défaire ma dernière étape. Alors le problème du undo dans les essais micro, c'est qu'on peut le faire qu'une fois. Donc faut faut identifier qu'on s'est trompé au moment où il s'est trompé parce que sinon ça marche plus. Mais je vais vous montrer ensuite qu'il y a d'autres manières de revenir en arrière quand même. Voilà et donc là, on est revenu à mon 51. Et voilà, donc je pourrais continuer à faire des recodages, mais dans l'idée, je vais vous montrer d'autres choses quand même qu'on peut faire, sinon, c'est pas très intéressant. Donc en particulier sur le PERAM, il y a deux onglets. Donc là, on passe plutôt sur les variables sensibles. On va dire: «OK, bon, bah, on a un peu limité les risques d'identification, on peut peut-être aussi limiter les risques d'inférence». Et donc sur la pérandomisation, on a 2 possibilités. Soit on laisse les essais micro faire, encore une fois, optimiser pour ce que lui pense, en fonction d'un algorithme qu'on choisit être le mieux. Soit on peut, le calibrer nous-mêmes. Moi, je préfère le calibrer moi-même, mais vous pouvez aussi le faire, comme ça. Donc là, je pourrais choisir, par exemple, sur, les intentions de fécondité. Ce que je vais faire, je pourrais aussi stratifier. Si je pourrais lui dire: «Il faut que tu modifies les intentions de fécondité qu'à l'intérieur d'un groupe défini». Donc par exemple, ça pourrait être à l'intérieur du statut marital et donc il ferait les échanges, de manière cohérente à l'intérieur de chaque statut marital. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui donner une espèce de taux d'inertie. Je veux dire à quel point est-ce que je suis d'accord pour que, tu changes ou pas mes données. Donc, plus je suis proche de 1, moins il va changer, plus je suis proche de 0, plus il va changer. Et puis, le alpha, c'est, à quel point c'est le voisinage, quoi. C'est l'intervalle dans lequel je suis d'accord, qu'il fasse des modifications. Donc, plus alpha est petit, plus les valeurs qui vont être échangées seront proches. Plus alpha est grand, plus les valeurs qui vont être échangées, seront éloignées. Ça, c'est complètement agnostique à la signification réelle des valeurs numériques qu'il y a dans nos variables catégorielles. Parce que SDC micro, lui, il ne sait pas que 1, 2, intention de fécondité, ça veut dire non et que 1 et que 2, ça veut dire oui dans l'année et que 3, ça veut dire oui l'année prochaine. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt le PERAM expert et donc c'est qu'on va vraiment surdéfinir notre matrice, de transition et donc là, je vais dire exactement ce que je veux que de taux de transition, d'une modalité à l'autre. Donc par exemple, je pourrais considérer que le nom, je veux que ça reste comme ça parce qu'en fait, je considère que c'est vraiment n'importe quoi d'échanger un non avec un oui, parce que ça change complètement la nature de l'information. Par contre, je pourrais me dire: «OK, bah, les oui, peut-être que, je peux, faire un peu de modif». Donc peut-être que, par exemple, je peux dire: «Bah, je veux que 80 des gens qui ont répondu oui dans l'année, leur réponse soit inchangée. Je suis d'accord qu'il y en ait 15 qui deviennent, des oui l'année prochaine et 5 qui deviennent, des oui plus tard». Et je peux faire ça sur toutes mes variables. Alors je peux le faire de manière symétrique, mais je peux le faire aussi de manière non symétrique. Donc là, par exemple, je pourrais dire que oui l'année prochaine, ça peut de manière équivalente être transformé en oui dans l'année ou en oui plus tard. Et puis pour les oui plus tard, bah, je vais faire comme j'ai fait pour les oui dans l'année, mais dans l'autre sens. Je vais dire: «OK, bah, hop, voilà». Donc là, je lui ai donné ma matrice de transition. Je mets pas de truc de stratification parce que de toute façon, nos données, elles sont trop simples pour que ce soit intéressant. Et si je post-randomise, hop, voilà, maintenant il a changé et donc il a modifié, alors je sais jamais où sont les voilà, c'est tout en bas. Donc il a changé 472, valeurs, de ma variable enfant futur. Selon la matrice de transition que moi je lui ai donnée. Si on avait fait en PRAM simple, il l'aurait fait selon l'optimisation que lui il a envie de faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut supprimer les valeurs, on peut supprimer les individus qui ont un risque trop élevé. Donc ça, je vais vous montrer plutôt ici. Hop, tac, tac, tac. Où est-ce que c'est mon risk measure? Hop. Voilà, on peut donc ces micros, en fait, ils calculent, les risques individuels et ensuite ils les représentent du coup sous ces histogrammes-là. Et donc dans les données originelles, bah, le risque individuel pour la majorité des gens, il est extrêmement proche de 1. Vous vous souvenez qu'on avait, quasiment, 2 800 personnes qui étaient, à risque de réidentification. Et là, comme on a fait des opérations, bah, ça s'est un peu diminué et donc vous vous souvenez, on est à 51. Donc on a, 50 de la distribution qui est ici et puis, le reste qui est là. Et on peut le laisser un peu sur le même principe que la suppression locale ou que la post-randomisation simple, décider, que, bah, en fait, on va mettre à NA, donc en fait quasiment supprimer sur l'ensemble des variables quasi identifiantes, des individus qui ont un taux de risque qui est trop élevé. Voilà, encore une fois, moi ça je le fais jamais parce que je préfère faire ça finement et regarder moi où est-ce que je fais des trucs, mais c'est possible. Et puis après du coup sur les variables numériques et ben, on retrouve, les trucs qu'on vous a présentés avec Julie donc, bah, par exemple
le top et le bottom coding. Donc, là, je peux choisir si je fais du top ou du bottom coding. Je peux lui dire, bah, au-delà de 80, il faut que tu m'agrèges tout le monde et tous ces gens, tu vas leur donner la valeur 80. Voilà et donc là, il va me faire, si je lui dis de faire, il me dit: «OK, bah, dans ces cas-là, tu vas avoir, 20 de tes données où la valeur va être changée». Je peux faire ça. Je peux faire aussi, la micro-agrégation, alors il faut que je change dans les sites parce qu'en fait, c'est la signification ici est différente. C'est-à-dire qu'en fait, je peux, remplacer, des intervalles de valeurs par une autre valeur pour l'ensemble de la distribution de ma variable numérique. Et donc je peux en gros, ça va être de dire, je veux que, entre 1 et 5, ça soit remplacé par 3, entre 6 et 10, ça soit remplacé par, 8 et cetera et cetera. Et donc ça, il y a plein d'algos, ça a des trucs un peu plus compliqués parce qu'il y a, je sais plus combien d'algorithmes, qui sont disponibles, donc il faut regarder, ce que ce sont ces algorithmes et ce qu'ils font et du coup, c'est un peu le même, la même chose que sur la post-randomisation. Vous allez pouvoir, du coup, calibrer le truc en disant: «Bon, bah, voilà, moi je veux que, il y ait un niveau d'agrégation qui soit, des valeurs de proche en proche qui sont comprises entre, x, x-2 et x+2». Hem et du coup, lui, il va faire encore une fois avec la méthode que vous aurez choisie en essayant d'optimiser pour baisser les risques. Ce que vous pouvez faire qui est moins compliqué, c'est rajouter du bruit. Donc là, par exemple, sur ma variable satisfaction, je pourrais me dire: «OK, bah, je veux rajouter du bruit». Alors moi, j'aime bien rajouter, le correlated parce qu'il rajoute le bruit en essayant de garder, les structures de corrélation qu'il y a à l'intérieur du fichier de données. Et du coup, bah, mon delta, c'est juste à quel point est-ce que je veux mettre du bruit. Donc plus je suis élevé, plus ça va être, le bruit va être fort et plus c'est petit, plus il va être moins fort. Donc voilà, je peux essayer de mettre à 0,3 par exemple et puis je peux rajouter et voilà. Puis il a rajouté du bruit et il me dit maintenant, bah, voilà, tu as rajouté du bruit et donc du coup, tu as changé, tu changé la structure, de tes données. Donc bah, là, typiquement, je suis pas hyper satisfaite, hein, parce que, ma variable satisfaction, il l'a changée un peu n'importe comment et maintenant ça veut plus trop rien dire parce que satisfaction à -14 sur une question où on pouvait choisir que 0 au minimum, c'est pas ouf. Et donc là, bah, ça va être assez facile de comprendre que, clairement j'ai bidouillé la variable et peut-être que rétro-ingénierer, ça va être un peu moins compliqué aussi. Et puis, la dernière possibilité, c'est le rank swapping. Hop. Et donc là, c'est un peu la même chose que sur la micro-agrégation, pardon, que sur, le p-randomisation, mais du coup, sur une variable numérique. Et donc là, ce que je vais faire, c'est donc encore une fois, il y a, 3 algos, disponibles, et je vais lui dire: «OK, bah, en fait, moi, je veux que tu fasses, tu les données, à l'intérieur d'un voisinage que je lui définis» et donc lui, encore une fois, il va faire l'opération en optimisant au mieux qu'il peut, pour baisser les risques. Donc ça, c'est un peu sur toutes les opérations qu'on peut faire. Il y en a d'autres dans le package, mais qui ne sont pas, codées dans le GUI, mais c'est là, vous avez quand même les opérations qui sont les plus standards et qu'on utilise le plus. Et puis après, ouais, vous avez, ouais, cet endroit, la risk utility, vous pouvez regarder un certain nombre de choses pour essayer de voir si ce que vous avez fait, c'est cata ou pas. Donc tout à l'heure, j'ai fait sur la tabulation, là, sur le statut marital pour regarder la différence et me dire: «Ouais, bon, OK, ça va pas». Donc là, je suis revenue en arrière, donc maintenant ça va très bien, il y a rien qui a changé. Je peux regarder plus spécifiquement les observations qui violent le cas anonymat et donc là, je vois, OK, bah, en fait, donc FK, c'est l'effectif. Donc en fait, il y a une seule personne dans mon fichier de données qui a, 25 à 29 ans, qui est mariée en couple, qui est artisane et qui a un diplôme de niveau supérieur à bac+5. Et donc après, bah, c'est pas mal de faire ça parce que je peux me dire: «OK, bah, à quel point est-ce que je pense que ces individus, sont à risque pour une raison X ou Y?» Est-ce que c'est des populations sensibles? Est-ce que c'est des populations vulnérables? Est-ce que c'est des gens qui ont tendance à avoir, des caractéristiques, autres sur nos variables sensibles, par exemple, qui peuvent les mettre en danger? Donc c'est pas mal, ça permet vraiment de regarder un peu plus finement ce qui se passe dans les données et puis, en parallèle, du coup, je peux aussi regarder un peu plus finement mes histoires de L-diversité. Donc par exemple, sur ma variable enceinte, hop, je peux regarder, bah, qui sont les gens, qui appartiennent à un ensemble enfin, qui appartiennent à une catégorie de personnes qui ont répondu la même chose au fait d'être enceinte. Alors je vais dézoomer un tout petit peu. Du coup, vous voyez plus trop grand chose. Bon, je vais pas dézoomer, alors tant pis. Mais donc du coup, là, par exemple, on a, 28 femmes employées, de 40 à 44 ans, qui ont un diplôme de niveau inférieur ou égal à bac+3 et qui ont répondu, alors je vais décaler du coup, hop, qui ont répondu qu'elles n'étaient pas enceintes.
Bon, bah, ça typiquement, peut-être que, je m'en fiche, c'est pas très grave. Ce qui m'embête plus, c'est, quand tout le monde a répondu qu'elle était enceinte et donc du coup, encore une fois, indépendamment du fait que l'attaquant va être capable d'identifier une ligne en particulier, de toute façon, il va apprendre que la personne est enceinte et ça m'embête. Donc voilà, vous avez du coup ces deux onglets qui sont encore une fois qu'il faut regarder un peu de manière, cyclique quoi. Il faut passer de l'un à l'autre, voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait dans le fichier de données, c'est quoi les impacts. Si vous avez par exemple des modèles que vous voulez reproduire, bah, vous pouvez exporter les données anonymisées, relancer votre modèle de régression ou je ne sais quoi, dessus, voir à quel point ça a cassé vos résultats ou pas et puis du coup éventuellement revenir dans les essais micro et changer les opérations, reprendre le protocole et adapter, vos étapes, en fonction, encore une fois, bah, du risque, mesuré et puis de l'utilité qui reste ou pas dans vos données. L'avantage des essais micro, c'est que vous avez, donc 2 onglets, qui sont vraiment, pensés pour la reproductibilité du protocole. Donc on va commencer par l'onglet reproductibility où là, il y a le script. Donc tout ça, vous pouvez le faire en script R, normal, vous avez pas besoin du GUI. Donc vous voyez, là, vous avez toutes mes opérations. Donc j'ai fait toutes mes petits trucs là de traitement de la donnée, j'ai transformé, mes refus en NA, j'ai transformé mes variables, âge et nombre d'enfants, en facteurs, ma satisfaction en numérique et puis j'ai posé mon problème. Donc ça, c'est le SDC obj, c'est objet SDC micro qui du coup résume mon problème d'anonymisation et sur lequel ensuite je vais faire toutes mes opérations. Hop. Qui vont, permettre de, gérer, l'obfuscation dans mes données. Donc là, il y a tous mes regroupements. Si je descends un petit peu, je vais retrouver, ma suppression, la suppression, le cas anonymat que j'ai essayé de laisser SDC micro faire et comme j'étais pas contente, bah, du coup, j'ai défait. Là, on voit mes opérations de post-randomisation, ma matrice de transition qui est stockée ici, donc je sais exactement ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai donné à SDC micro pour faire le PRAM et mon ajout de bruit et là, du coup, c'est mon calcul de diversité qui s'est mis aussi. On peut exporter le problème. Quand on fait ça, ça va l'exporter sous forme de fichier AirData et donc du coup, même si mon SDC micro plante, ensuite je peux réimporter mon problème et recommencer là d'où j'ai été. Alors c'est pas un objet qu'on peut modifier en tant que tel. C'est pas là-dedans que vous allez pouvoir, supprimer une ligne, pour vous dire: «Ah merde, j'avais fait ce regroupement-là, mais en fait, je veux pas le faire». Pour ça, il faut vraiment plutôt passer sur le script parce que c'est là où vous allez pouvoir, dire: «Ah bah non, finalement, ce truc-là, je voulais pas le faire et je supprime». Et donc évidemment, vous pouvez importer un problème passé et puis surtout ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter vos données anonymisées, ce qui est quand même le plus important et vous avez 2 rapports d'anonymisation, un qui est plus détaillé et un qui est pensé pour la diffusion. Je vais en reparler juste après. Je vais vous montrer à quoi ressemble, celui qui est détaillé. Hop, heu, voilà, donc en fait, ça reprend tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a défini comme variable clé? Comment est-ce qu'on a posé notre problème de pseudonymisation enfin d'anonymisation? Et ensuite tous les changements qu'on a fait et les impacts que ça a eu. Donc à chaque fois, on a des petites stats. Donc dans mes données de modifiées, j'ai 51 de risque de réidentification, j'en avais 96 dans le fichier d'origine. Voilà les 10 combinaisons, les 10 catégories de personnes qui sont le plus à risque. Et puis, quelques trucs de fréquence. Tac, 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 je vais passer un peu ça, pardon pour le scroll. Et voilà, des petites comparaisons. Donc là, c'est sur ma variable, satisfaction. À quel point est-ce que j'ai perturbé mes données, et puis à la fin, il y a quelques infos, sur le code. Voilà, donc ça c'était pour SDC Micro. Pour Juste, finir juste, du coup si je pardon, peux me vas-y, permettre, vas-y, Damien. non, reste sur le boxplot. J'ai l'impression que ta variable perturbée a une étendue plus grande à chaque fois que ta Beh, variable oui, non c'est perturbée. c'est c'est mon problème, avec ce qu'il m'a fait là, où du coup, sur ma variable, satisfaction là, je ne sais pas pourquoi, il s'est dit que c'était une bonne idée. Alors, évidemment, je vais jamais arriver à trouver l'endroit où on regarde et voilà, c'est là. Où il s'est dit que c'était OK, de passer d'un minimum de 1 et d'un maximum de 99 à un minimum de -14 et à un maximum de 122. Voilà, c'est son optimisation, c'est c'est pas la mienne, mais du coup, bah, mécaniquement, c'est ça qu'on voit dans le rapport là, c'est le 122 et le -14, qu'on voit ici. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas le laisser faire et de regarder ce qu'il fait et puis de contrôler, de façon itérative et puis de défaire beaucoup, ce qu'il fait et de bien gal enfin d'essayer plusieurs trucs quoi. On peut essayer plein de choses et puis voir à chaque fois l'impact que ça a, revenir en arrière et essayer quelque chose d'autre. Et juste, j'en profite de t'avoir interrompu. Et les autres aussi, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si j'ai bien compris, le script de reproductibilité, quoi, c'est de reproductibilité que je vais trouver le script qui me permettrait de refaire la même chose. Mais en Ouais. fait, c'est pas vraiment un script.
script, c'est plutôt une espèce de log. C'est-à-dire que quand tu as fait quelque chose et que tu l'as défait, tu as la trace. Ça t'oblige à refaire un script propre après coup. Oui, C'est ça, hein. c'est ça, c'est ça. En fait, donc ça, tu peux le relancer. C'est un vrai script au sens où tu peux le relancer dans R et il va tourner, ça va marcher. Mais il est pas propre, Euh, quoi. mais il est pas très. Bah, du coup, il garde toute la trace de tous les essais que tu as fait. Hmm. Donc à la fois, c'est très cool parce qu'en même temps, comme ça te permet de bidouiller un peu en regardant, en essayant plein de trucs. Et ensuite, tu peux faire une petite recherche sur toutes les fois où tu as fait un undo last. Et du coup, supprimer chaque fois que cette ligne-là et la ligne d'avant, chaque fois que tu l'as fait. Ouais. Et manifestement, il écrit en herbe. C'est quoi? Il écrit en. Ouais, quoi, c'est bon. Après, Ouais, c'est des goûts les couleurs, mais. D'accord, mais oui, c'est ça. il Et écrit juste en pour base. qu'on soit toujours clair, toi, tu préconises, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être beaucoup mieux l'interface graphique, même si au final, tu auras le script et c'est ça que tu vas garder, c'est ça? Dans ta méthode de C'est-à-dire, en fait, travail, ça c'est. dépend un peu du niveau en R et de à quel point vous êtes aussi à l'aise avec le package et vous avez envie de mettre le nez un peu dans toutes les options possibles. C'est-à-dire que l'avantage du Huggy, c'est qu'il prend quand même un certain nombre de décisions par défaut pour vous. Et du coup, il vous laisse choisir les paramètres qui sont les plus importants. Ouais, alors, mais ce que je trouve aussi comme avantage, c'est quand même qu'il te montre immédiatement l'effet que ça a, quoi. Alors peut-être que le Oui. mode R classique, quoi, le script a les mêmes options, j'en sais rien, mais je trouve quand même que c'est magique d'avoir immédiatement l'effet de ce que tu as fait, quoi. Ouais, c'est ça. On peut tous les tableaux que je vous ai montrés, on peut les imprimer, à chaque fois, mais du coup, ouais, ça rajoute du coup des étapes où il faut, copier-coller 25 fois, je sais plus comment elle s'appelle la fonction, elle s'appelait risk measure ou un truc comme ça pour pouvoir voir ton cas anonymat, et voir ce que tu as fait. Donc c'est sûr que ouais, le GUI, c'est quand même assez sympa. Mais moi, je trouve que c'est une première, ça peut être aussi un truc qui permet de faire, de débroussailler Mm. les grosses opérations et voilà. Et ensuite, peut-être d'utiliser le script pour aller plus en finesse et voir de compléter ce qui a été fait par les essais micro avec des scripts maison. Moi, c'est quand même plutôt ce que j'ai fait. C'est-à-dire ce que je vous ai montré là dans les slides avec le script sur inverser les âges à l'intérieur des tranches quinquennales. En fait, je le fais pas dans les essais micro parce que je peux pas arriver à cette finesse-là. Parce que lui, encore une fois, il est dans un truc probabiliste et d'optimisation. Donc, en fait, il va pas. Je vais lui dire, bah, essaye de faire des trucs qui sont en bloc de 5 ans, mais parfois, il va faire en 6, parfois, il va faire en 7, parce qu'en fait, lui, il va considérer que c'est ça qui est optimal. Mhm. Mais moi, je peux avoir envie de mettre des contraintes un peu plus fortes. Et donc, du coup, ça peut être un truc où c'est un peu combiné, quoi. Où tu as à la fois ton essai micro qui a quand même fait un certain nombre de choses assez grossières. Et puis, toi, tu peux arriver plus en finesse sur des variables où tu penses qu'il prendrait des décisions trop, je sais pas comment Impactante. dire. Bah, Ouais, c'est ça, trop embêtantes ou trop risquées pour les données, quoi. ouais, et donc si je me quoi, si je te résume, quand vous travaillez là sur les données, quoi, le truc le plus classique, c'est que vous commencez par l'interface graphique là que tu appelles Guy, mais voilà, quoi, l'interface graphique, et après tu repasses en script, c'est ça, et le fichier final que tu vas mettre à disposition des utilisateurs, tu leur as fait via un script pour être sûr d'être reproductible, ou oui, C'est ouais, ça. ça me semblerait plus Un peu propre. ça, Ouais. ouais. C'est ça. Et nous, c'est juste que avec Julie, du coup, on avait une procédure avant pour identifier les quasi-identifiants, etc., quoi. Mm. Ça, on le fait pas dans les essais micro. On a d'autres manières de faire où du coup, on va vraiment regarder le fichier de données en profondeur, se réinformer sur le contexte de l'enquête, etc. Et les essais micro, en fait, ça arrive pour faire les données plutôt anonymisées, parce que pour pseudonymiser, c'est quand même globalement que des regroupements de variables, donc on n'a pas tellement besoin des essais micro pour le faire. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec R, bah, ça vous fait les regroupements de variables de modalités, pardon, de manière assez transparente, donc c'est pas mal. Et c'est plutôt pour l'anonymisation où là, moi, effectivement, j'ouvrais des essais micro pour calculer mes métriques et pour voir un peu où j'en étais de ma procédure et à quel point j'avais fait n'importe quoi ou pas, quoi. Mm. Alors, on a une question dans le chat, mais qui a l'air d'être en train d'être complétée. Mais est-il possible de travailler à partir d'un script déjà existant sur SDC MicroGui? Ouais, bah c'est ça. Vous pouvez, J'ai si cru vous voir. avez exporté votre problème, vous pouvez importer le problème et ça va vous remettre exactement là où vous Mais étiez. est-ce que entre les deux, tu peux avoir tripoté ton script? Tu exportes le Bah, alors problème, j'ai tu regardé modifies légèrement le script et tu le réimportes, ça va marcher? j'ai J'imagine. regardé, j'ai pas l'impression que ce soit si facile que ça de modifier, le R data qui est le problème exporté. J'ai Euh, pas j'ai pas creusé à fond, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si simple. Après, ce que vous pouvez faire plutôt, c'est dire: «OK, bah, je fais mon premier round sur l'interface et ensuite je travaille directement dans le script, dans R, quoi». hmm.
Mais j'ai essayé justement avant ce matin, là, je me suis dit, ah, mais j'avais jamais regardé si je pouvais, mais en fait, c'est une espèce de liste. C'est un objet liste où en fait tout est paramétré à l'intérieur. Donc, ça doit être possible de la modifier, hein, mais faut faire ça Finement, finement, quoi. quoi. Ouais, ouais, Parce que sinon, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Bon, je te laisse Et il y continuer, avait une désolé. question de Marie-Aude aussi, sur zapper la colonne plutôt que de trafiquer les données. Bah oui, ça c'est des décisions qu'on peut prendre avec Julie, de dire: «Bah non, mais en fait, là, de toute façon, c'est trop sensible ou c'est trop identifiant. On n'a pas de bonne manière de faire, qui serait de l'agrégation ou autre chose et si on met du NA partout, ça n'a plus aucun sens et donc du coup, bah, dans ces cas-là, on diffuse pas la colonne». C'est assez rare, mais ça peut arriver que ce soit ça la décision. Et oui, tu as raison Eric, que les tentatives de bruitage, il faut vraiment faire ça avec précaution. Nous, on le fait que pour des fichiers anonymisés qui sont à visée pédagogique, où on écrit partout: «Vous ne pourrez pas faire des résultats de recherche avec ça». Pour le moment, nos tentatives d'essayer de mettre du bruit de manière un peu structurée et systématique dans les fichiers de données, ça donne pas grand-chose. En particulier parce que dans la plupart de nos données, il y a beaucoup d'interdépendances. On a des variables, enfin souvent, encore une fois, si on pense sur des données d'enquête, on a des variables qui sont dépendantes d'autres variables, qui sont dépendantes d'autres variables, qui sont dépendantes d'autres variables, parce qu'en fait, il y avait 5 filtres imbriqués dans le questionnaire. Et ça, ces structures-là, elles sont très mal captées par les algorithmes, en tout cas ceux qu'on a essayés. Et du coup, dès qu'on commence à essayer de mettre du bruit de manière un peu algorithmique, ça fait n'importe quoi et on n'arrive plus. En fait, on perd. Alors, effectivement, en termes de réidentification, c'est super. Plus personne n'est réidentifiable, mais la donnée, elle ne veut plus rien dire. Donc, du coup, c'est encore sur des données quanti qui ne sont pas du big data et qui sont des microdonnées. On n'a pas vraiment de bonne méthode aujourd'hui pour le faire de manière systématique. Et donc, c'est pour ça que l'approche, elle est plus qu'on présente, elle est un peu plus heuristique. Et elle est plus ciblée aussi par rapport encore une fois, aux usages qu'on imagine pouvoir faire des données quand on les a diffusées, quoi. Moi, sur une enquête salaire et justice, l'INSEE nous avait contraint pour diffuser à bruiter le salaire à -3 plus 3%. En revanche, ce qu'ils avaient accepté, c'est parce qu'on avait les antériorités de salaire, puisqu'on avait apparié avec le fichier historique des salaires. Mmh. Et ça, ils nous avaient autorisé à garder la trajectoire des salaires. C'est-à-dire qu'on Mmh. on bruitait le salaire de début. Et en revanche, si la personne avait augmenté de 5%, elle était augmentée de 5% dans le fichier. Si elle était diminuée de 12%, c'était diminué de 12%. Bon, nous, on s'était dit que c'était encore plus identifiant que le salaire de départ, mais en même temps, c'était le plus important, c'était de garder la trajectoire. Donc, on Mmh. ne s'est pas plaint plus que ça. Ouais. Non, mais de toute façon, et puis ces choix-là, ils vont aussi beaucoup dépendre des délégués à la protection des données, qui ont des opinions qui divergent aussi parfois, hein, d'un institut à l'autre. Même au sein d'un même institut, quand on change de délégué, parfois, des trucs qu'on nous a dit que ouais, c'était OK de le faire, en fait, tout d'un coup, on nous dit: «Ah mais non, mais ça va pas du tout». Donc il y a aussi ça, quoi. C'est à la fois le truc qui est bien et qui est contraignant aussi avec la façon dont la CNIL approche ces questions-là, c'est qu'on a des règles qui sont assez claires, mais qui ne sont pas concrétisées dans des contraintes techniques ou des contraintes numériques claires, à part pour le secret statistique, enfin pour le guide du secret statistique, encore une fois. Et donc du coup, on a beaucoup de liberté, mais en même temps, il faut aussi qu'on vérifie qu'on a bien respecté ce que la CNIL attend de nous en termes de risque de réidentification et de risque d'inférence, quoi. Voilà, mais donc du coup, bah, je peux finir vite fait sur mon truc. Alors, comment est-ce que je fais? Voilà, comme ça, juste pour dire que sur, la question de la documentation, c'est important de documenter en interne toutes les opérations qui ont été faites, parce qu'il faut qu'on soit capable d'expliquer, clairement, comment on est passé du fichier brut au fichier anonymisé. Pour, la diffusion à l'extérieur, c'est important d'adapter cette documentation. Il faut que les gens soient au courant de quelles sont les variables qui ont été bruitées, quelles sont les variables qui ont été recodées, mais il ne faut pas diffuser de manière publique trop d'informations sur la manière dont ça a été fait, qui risquerait de favoriser des comportements de rétro-ingénierie. On a des algorithmes qui sont très efficaces pour rétro-ingénierer. Typiquement, si vous avez fait du top coding, vous avez agrégé par exemple le nombre d'enfants, vous avez dit: «OK, bah, je suis passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 3 et plus». On n'écrit pas dans la documentation publique qu'on a agrégé 3, 4, 5, 6, 7 en 3 et plus. On dit juste
tous les gens qui avaient plus de 3 enfants ont été agrégés dans la catégorie 3 et plus. Parce que le fait de donner le maximum réel dans le fichier de données d'origine, et ben ça va permettre, à des algorithmes de faire des estimations assez fiables sur, la structure de données originelle. Donc voilà, c'est juste un petit point d'attention pour dire, faut pas diffuser n'importe comment. Il faut évidemment, encore une fois, être transparent parce qu'il faut que les gens sachent, quelle qualité de données, ils récupèrent, mais en même temps, faut pas non plus, favoriser les comportements des attaquants. Voilà, donc vous avez compris qu'on a des protocoles de pseudonymisation et d'anonymisation qu'on adapte systématiquement aux jeux de données, aux instruments de collecte et au contexte de collecte, de ces données, aux usages anticipés des données et puis à l'entrepôt où les données vont être déposées. On cadre le protocole grâce à nos métriques qui nous permettent d'avoir des repères et de savoir ce qu'on fait, et comment on est en train de diminuer les risques ou pas. On se donne aussi, des, statistiques de référence, qu'on veut garder, à l'intérieur du fichier de données, que ce soit encore une fois de la variance, des structures de corrélation, des modes, dans des tri à plat pour essayer de vérifier que chaque fois qu'on fait une opération, on est quand même toujours un peu cohérent avec nos données d'origine. On documente tous ces protocoles et puis on fait tout ça en espérant garantir là une réutilisation adéquate des données dans le respect du RGPD. Voilà. C'est tout pour nous. Il y a juste une petite question à laquelle on n'a pas répondu dans le chat, c'est est-ce que le jeu de données que vous avez développé là pour le tuto sera disponible ou pas avec le tuto? Oui, Voire oui, même le log et le script modèle, tu vois? oui, c'est vrai que je pourrais mettre aussi le script modèle. En fait, il y a un kit pédagogique, qui est en cours de rédaction, sur l'anonymisation, que j'espère sortir d'ici, on va dire au cours du printemps. Et du coup, il y aura tout, dedans. Il y aura le jeu de données synthétique et il y aura, tout un protocole de test de SDC Micro avec, j'espère à la fois le côté interface graphique, mais aussi le côté, R directement, pour qu'il y ait un peu les 2. Donc oui, il y a pas de souci, mais après, si vraiment ça vous démange et que vous voulez le fichier maintenant, vous pouvez toujours m'écrire, et puis je vous le donnerai puisque de toute façon, encore une fois, c'est un fichier entièrement synthétique qui ne pose aucun problème de réidentification, mais qui nous a permis de démontrer de manière efficace, je l'espère, à quoi, les protocoles, on peut mettre en place. Et il y a une autre question, Julie, pour toi, de montrer à quoi ressemble le rapport destiné au partage sur SDC Micro. Yes, Oui. je peux remontrer ça si je me retrouve. Hop, hop. Hop, voilà. Du coup, c'était dans, tchouk tchouk tchouk, export data. Là, il y a le anonymization report et c'est moi, du coup, j'exporte celui qui est interne. Celui qui est externe, je le trouve pas super. Enfin, parce que je me dis que quelqu'un de l'extérieur comprendrait pas grand-chose à ce qui est écrit dedans et du coup, c'est juste un petit fichier, HTML, qui ressemble à ça. Je sais pas si vous aviez des questions, Kylian, spécifiquement sur le contenu du rapport? Et ça, tu peux l'enregistrer, hein. Oui, oui, bah, ça, c'est ça. Là, je l'ai ouvert depuis c'est un fichier HTML qui s'enregistre, dans le Ouais, répertoire c'est de ça. travail. Ouais, c'est ça, il a pas de dépendance quand même. Mmh mh. Non, non, pas du tout. Et c'est pareil, là, je l'ai pas fait, mais du coup, si j'exporte mes données, je peux les exporter dans plein de formats différents, et puis alors je peux pas cliquer dessus parce que Mais si, regarde, il y a le focus. bouton si, c'est bon, ça y est. Hop, voilà et du coup, maintenant, si je retourne dans mon R, dans mon environnement, j'ai, mon exported data et donc je peux quitter SDC Micro, hop et je peux loader, mon fichier de données. Hop et du coup, j'ai mon fichier, avec toutes mes enfin, mon fichier anonymisé qui est là, quoi. Et là, tu peux l'enregistrer en parquet d'ici, quoi, c'est ça? Tu peux pas le C'est sortir ça. en parquet directement, quoi. Non, c'est pas dans les options d'ACC Micro. Je crois qu'il y a que, ouais, c'est ça, il y a que, bah, ouais, c'est SPSS et CSV, pareil que pour l'import, hein, SPSS, Datasas, c'est fait avec Even, et puis le CSV, ça doit être un write CSV assez classique, j'imagine. Et alors, je me suis posé la question, est-ce que tu as effleuré le problème de la pondération à un moment en disant mon fichier pédagogique n'a pas de pondération, donc il n'y a pas de problème. Et donc je me suis dit, mais oui, elle a raison, ça pose quoi comme problème sur la pondération notamment parce que la pseudonymisation, je pense que ça n'en pose pas, mais quand même au cas où, je pose quand même la question à Julie Baron. Et sur l'anonymisation, il faut recalculer sa pondération ou pas?
Bah, en fait, c'est compliqué parce que le problème de la pondération, c'est que normalement, les individus qui partagent les mêmes caractéristiques qui ont été utilisées pour pondérer partagent les mêmes pondérations. Mm. Donc, ça va être assez facile, si on ne touche pas du tout à la pondération, de se rendre compte que c'est bizarre, cette femme de 40 à 45 ans qui vit dans le Cantal et qui, en fait, n'a pas du tout la même pondération que toutes les autres femmes de 40 à 45 ans qui vivent dans le Cantal. Tu vas pouvoir assez facilement te dire: «Ah mais en fait, elles vivent pas vraiment dans le Cantal, elles vivent ailleurs» et peut-être que tu vas pouvoir, en utilisant sa pondération, la rapprocher d'autres femmes de 40 à 45 ans et dire: «Ah bah, en fait, elle habite, je Dans les sais pas où, Vosges. dans le Val d'Oise». Donc en fait, la pondération, c'est un peu un instrument de rétro-ingénierie d'une part et d'autre part, sur la qualité des statistiques que tu vas produire, ben, en fait, il y a 2 approches. C'est-à-dire que toi, est-ce que tu penses que tu dois pondérer les individus de la même manière qu'ils étaient pondérés dans le fichier d'origine? Ou est-ce que tu veux les pondérer de la manière dont ils sont caractérisés dans le fichier anonymisé? Aujourd'hui, il y a très peu de littérature sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur des données, en fait, qui sont plutôt, du big data, qui sont issues de scrapping et de ce genre de trucs qui, en fait, sont pas où il y a pas de pondération et je n'arrive pas à trouver, de bonnes manières, de faire. Donc c'est un peu une question pour moi. Un truc auquel on avait réfléchi, avec des statisticiens du SES, c'était qu'on pouvait peut-être, brouiller la pondération. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, enfin 20 valeurs possibles de pondération parce on avait 20 catégories de personnes qu'on pondérait, est-ce que du coup on rajoute un petit peu de bruit aussi sur la pondération pour brouiller tout ça? Mais en même temps, si on fait ça, du coup, la pondération, déjà que c'est un truc qui est compliqué, ça le rend encore moins lisible et pas très utilisable. Donc, c'est pas pour le moment, dans les fichiers anonymisés qu'on a fait, on l'a pas touché, mais en même temps, comme c'est des fichiers qui ont pas de valeur scientifique, parce qu'ils ont juste une valeur pédagogique, bah, c'est pas très grave. Sur des données qui auraient vocation à être diffusées pour des réutilisations scientifiques, là, c'est plus compliqué. Et sur la pseudo, bah, tu me corriges si je dis des bêtises, Julie, mais c'est qu'on peut faire attention, à vérifier que les variables qui ont été utilisées pour la pondération ne sont pas trop modifiées, mais en fait, de manière générale, de toute façon, comme on fait de l'agrégation, au pire, on se dit que c'est pas très, très grave, quoi. Ça doit pouvoir permettre néanmoins le rétro-engineering pour la pseudonymisation assez facilement, Mmh. quoi. Par exemple, Oui. sur les, quoi, si on a calé, moi j'ai jamais fait de pondération, mais quand, je sais pas si on pondère sur la profession à 4 positions ou si on pondère sur des professions plus agrégées, mais si on pondère sur le niveau le plus fin de la profession, on peut les retrouver derrière, quoi, ou on peut, Bah, enfin, ouais, en tous tout à les fait. cas, ouais. Quoi, si on, ouais, quoi de position, ça n'a pas marché, mais de passer de 42 à 24 ou des trucs comme ça doit être pas si infaisable que ça de retrouver, quoi. Mmh. Euh, ouais. Ouais, ça pose aussi le problème. Parce que la pondération, c'est quand même derrière, si vous touchez à la pondération, vous touchez quand même vraiment, vraiment aux données, quoi. Ouais. Alors je sais bien que tout est fait dans R pour pas qu'on pondère, mais euh, quand on arrive à se battre et à le faire quand même, ça change beaucoup de choses, quoi. Bah, ouais, non, mais c'est vraiment puis en plus, je pense que c'est un champ intéressant aussi de recherche, d'essayer de trouver comment est-ce qu'on fait pour, avoir enfin intégrer la pondération dans ces protocoles-là d'une manière un peu constructive, quoi et que ce soit pas une arrière-pensée ou un truc qu'on laisse un peu comme ça parce qu'on sait pas trop comment faire. Mais pour le moment, c'est pas très il y a pas En fait, beaucoup de résultats, consolidés, quoi. en revanche, on est d'accord que tant qu'en fait tu ne touches pas ni dans ta pseudonymisation ni dans ton anonymisation aux variables conservées au calage, ça pose pas de problème en fait, hein. Ça ne pose des problèmes Tout à que fait. sur les variables où il y a euh, ouais, comment ça s'appelle? C'est ça, hein, que ça ne tou- Ouais, ouais. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est juste que souvent les variables qui servent au carrelage, c'est les variables sociodémographiques que de toute façon on traite parce que Ouais, c'est ça, hein, c'est que vous êtes obligé de les utiliser. Ouais. c'est ouais. Ouais, ouais. Il y aurait une logique à faire la pondération, en tout cas pour la pseudonymisation, de faire la pondération une fois la pseudonymisation faite, quoi. Et, Oui, il pourrait y avoir effectivement une logique à faire ça. pour le Mais bruitage, ouais, c'est je suis moins, ouais, pour l'anonisation, je suis moins au clair. Mais bon, je suis comme Eric, je suis pas un fan hein, de l'idée qu'on bruite mes données et qu'on. Ouais. Mm. ah bah, c'est pour ça, encore une fois, nous on en a un usage qui est vraiment,
pour faire découvrir les fichiers de données et laisser la possibilité à des étudiants, des étudiantes de reproduire des petits résultats, qu'en particulier, comme c'était l'INED, c'était des petits graphiques des populations et sociétés. Et voilà. Mais en fait, on ne va pas mettre du brouillage dans les fichiers de production et de recherche qui sont diffusés par Quetelet Projet d'eau, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment une politique de projet d'eau de ne pas mettre d'anonymisation sur les fichiers que vous mettez à la diffusion. Ouais, c'est pas une politique de projet d'eau, c'est une politique des producteurs, plutôt. Mhm. Mais je veux C'est dire, on n'a que pas le risque, quand on va sur projet d'eau, on n'a pas le risque de se retrouver avec un fichier bruté, quoi. non. Ok. Non, je crois pas. Eric, tu confirmes, mais Ah, sauf si un service statistique ministériel ou l'INSEE décidait du jour au lendemain de le faire, mais bon. Mais par exemple, tout le salsa qu'on a mis à projet d'eau, il est bruté, quoi. Le salaire est bruté. Le salaire de Mais ça départ est doit être bruté. écrit dans la documentation, j'imagine, quand Ouais. même. Normalement, ouais. De mémoire, on l'avait écrit. Bah, j'espère. J'irai vérifier. Mais c'est des cas, enfin, je veux dire, c'est très rare, quoi. De toute façon, c'est quand même. et Ça doit après, être ouais, marginal, quoi. Pardon, Julie. on a un groupe de travail aussi entre producteurs pour essayer d'harmoniser un peu plus les pratiques sur les fichiers diffusés sur Quetelet, sur Projet d'eau. Oui, oui. Et en tout cas, personne n'a parlé de bruitage jusqu'ici dans ce groupe de travail. Bon, ça c'est super. Bon, il y a Eric qui est en train. Voilà. Bon, ouais. Donc, parce que le chat n'est pas enregistré, donc Eric, qui a projet de Quetelet, dit que quand il est à la DISP, dit qu'il n'a pas de connaissance de bruitage à la DISP. Bon, bah, je peux te dire que Salsa est bruité, hein, mais parce que je sais qu'on l'a déposé à la DISP. Je crois qu'on te l'a donné à toi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans la salle? A priori, tu vas avoir un retour d'Eric, mais... Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup, c'était extrêmement rapide. Moi j'ai trouvé que c'était très impressionnant de voir l'efficacité de SDC Micro, quoi. Je trouve que ça rend le truc très clair dans les effets de ce que vous faites, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment super, et même si j'étais plus convaincu par la pseudonymisation. Mais en fait, c'est le truc horrible, je trouve, avec les nouvelles méthodes statistiques, c'est que elles sont souvent absolument tentantes par leur facilité et absolument redoutables par leurs effets. mais- C'est un bon résumé. Mais bon, donc écoutez, merci beaucoup. J'ai évidemment oublié de regarder quel était le prochain tuto, mais de mémoire, c'est Ah, je vais Frédéric te Santos. sauver. Ouais, c'est ça, c'est C'est Frédéric. jeudi 2 avril et c'est itéré avec R sur Pure. Ouais, c'est Frédéric Santos, tout à fait. Tu as Ouais, qui raison. va essayer de nous initier notamment une partie de la programmation fonctionnelle sous R en tout cas dans la commande de nous montrer l'intérêt du map, de toutes les du mapping sur R ça s'appelle itérer sur R, mais normalement il devrait nous montrer qu'on n'a jamais besoin d'itérer sur R. Alors j'ai discuté un peu avec lui, donc je fais un peu de teasing. Il dit que quand même dans certains cas on a le droit d'itérer, parce que moi j'ai lu que normalement il fallait jamais itérer sur R, que seuls les plugs faisaient ça. Donc il dit que même lui parfois il itère. Euh, Quel teasing, ouais, formidable. donc voilà, mais il essaiera de nous dire dans quel cas il le fait, etc. Donc en tous les cas, merci beaucoup et donc au prochain tuto. Merci Merci.